Avant de commencer cette première rencontre sur le cycle de conférences sur la jeunesse, je tiens à remercier la CAF du Gard qui a contribué à l'organisation de cette première rencontre et des autres qui vont suivre. Je remercie aussi la Cité éducative et la mairie de Nîmes qui ont contribué aussi à l'organisation de cette manifestation. Je m'appelle Farid Bouziane, je suis le responsable du centre social Simone Veil, c'est le nom de ce centre. Nous sommes heureux de vous accueillir et pour ne pas m'étaler plus longtemps parce que vous avez déjà bien patienté, je vais passer la parole à Pierre-Alain Guyot. Merci pour tout. Je vais présenter Olivier Noël qui en dira plus que moi tout à l'heure pour dire qui il est, qui est chercheur à l'ISCRA, chercheur à Paul Valéry, sociologue, qui travaille sur nombre de dimensions liées au développement social. Il en dira plus que moi tout à l'heure sur lui. Et moi, je suis Pierre-Alain Guyot, donc avec un trait d'union, Pierre-Alain, je suis associé au travail de l'ISCRA depuis plusieurs années. Et je m'intéresse aux questions de jeunesse aussi depuis pas mal d'années. Le dispositif de travail qui est le nôtre est le suivant, tel qu'il a été pensé avec nos partenaires. Il est d'un cycle de conférences, un peu comme aujourd'hui, celle-ci servant de conférence introductive, avec 3 autres personnes que l'on verra en principe, le 17 mars, le 2 juin et en septembre prochain. Le 17 mars avec un jeune sociologue, M. Chafik Bila, qui vient de Rennes, qui est d'une association qui s'appelle Jeunesse et Développement Intelligent. Vous retrouverez ça en ligne si ça vous intéresse pour retrouver son nom. C'est un sociologue qui travaille sur la question des dispositifs, des politiques de jeunesse. Le deuxième personnage sera M. Thierry Gogel-Dallondan. Thierry Gogel-Dallondan, c'est en 2 noms, qui était un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question des rituels d'entrée dans la sexualité à l'adolescence, qui a travaillé sur les rituels, qui a travaillé donc sur la sexualité, sur ces questions-là, et un peu encore plus poussé ces dernières années sur les minorités sexuelles. Et la troisième personne, qui sera également une sociologue, qui est une prof émérite en sociologie, qui est Madame Patricia Loncle, qui est une spécialiste des politiques de jeunesse, qui a beaucoup travaillé, et y compris sur notre région d'ailleurs, en faisant des études comparatives sur les dispositifs qui prennent en charge la question ou les questions des jeunesses. Ça, c'est le premier volet de notre travail avec vous, donc sous forme de conférences, et qui évidemment seront des conférences amenant à réflexion et à partage de connaissances. Il y a un deuxième volet du type d'intervention qu'on envisage, mais ultérieurement, qui prendra, si la sauce prend, je peux dire, du point de vue du travail, qui sera formulé en termes d'analyse des pratiques professionnelles. Et là, l'idée, ce sera de se confronter, non pas faire des échanges, parce que souvent on fait la confusion sur ce terme, non pas des échanges, c'est-à-dire toi tu fais comme ci, toi tu fais comme ça, mais plutôt un dispositif qui permet de revenir sur ce que l'on fait et comment on peut tenter de l'appréhender du point de vue de la construction professionnelle du travail que vous menez les uns et les autres avec les jeunes, selon les places qui sont les vôtres. Quand vous êtes enseignant, c'est une chose. Quand vous êtes travailleur social de la prévention spécialisée, quand vous êtes animateur socioculturel, on traite entre guillemets du même objet, qui est le jeune, l'adolescent, mais pas sous le même registre. C'est pas les mêmes politiques publiques et c'est pas la même façon de regarder entre guillemets cet objet qui va être décliné, perçu, compris, appréhendé de façon différente, encore une fois, selon l'entrée professionnelle qui est la vôtre. Donc il y aura ce deuxième volet, mais ultérieurement, qui est pas, pour l'instant, qui n'est pas programmé. Et puis enfin, on fera un séminaire final qui reviendra sur l'ensemble des acquis qui auront pu être mis au travail ensemble au cours des 4 périodes que je viens de mentionner aujourd'hui, en mars, en juin et en septembre prochain. Voilà ce que je peux dire. Je vais laisser Olivier décliner son propos sur la question introductive des politiques de jeunesse, comment on peut l'appréhender, comment on peut le regarder. Tu fais un propos qui fait 45 minutes, c'est ça Olivier ? Voilà, 45 minutes maximum. Et ensuite, bien sûr, nous sommes en interaction et je ferai le médiateur, entre guillemets, ces mots convient, médiateur auprès de vous pour formuler les questions et les adresser à Olivier. Et évidemment, amener à un débat ensemble. Je vous remercie et je vous renouvelle mes excuses pour le temps qu'on vous a mis, qu'on vous a volé un peu sur le temps de travail. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, je vais intervenir autour de
Une question un petit peu provocatrice. Donc l'intitulé de mon intervention, c'est la jeunesse, un problème, point d'interrogation. À partir je vais parler à partir de trois positions différentes. Une première qui est celui de quelqu'un qui a conduit des travaux de recherche, plus particulièrement sur les questions de discrimination auxquelles sont confrontés les jeunes vivant notamment dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est tout un temps de travail qui m'a conduit à produire des travaux d'enquête assez classiquement en sociologie. Une seconde position qui est celle, à partir du moment où les termes en fait, du problème ont été assez clairement définis, comment en fait, on peut chercher à entrevoir des solutions en fait, aux problèmes qui ont été posés. Donc plutôt du travail d'expérimentation. Donc, moi, contrairement aux jeunes sociologues qui interviendra en mars, moi je suis un vieux sociologue, parce qu'en fait ça fait de nombreuses années que je travaille sur ces questions-là. Donc le point de départ c'est le début des années 90. Et donc globalement une quinzaine d'années à conduire des travaux de recherche dans une position assez classique. Et puis depuis une quinzaine d'années, du travail d'expérimentation, tour à tour avec des centres sociaux notamment. Donc là ici on est dans un centre social, avec des missions locales, avec des collectifs de jeunes aussi, plus directement. Et donc de voir comment, à partir du moment où on a défini les termes d'un problème, en fait, quelles solutions on peut entrevoir. Et puis la troisième position, qui est celle de ma position d'enseignant, donc à l'université Paul Valéry à Montpellier, où je suis responsable en fait, d'un master qui travaille sur les questions d'intervention et de développement social. Et donc vous le verrez, qui va finalement beaucoup irriguer ma façon d'envisager les réponses aux questions que posent les jeunes. Donc mon propos va être aussi déterminé par une approche sociologique particulière, qui est la sociologie politique, et à travers une notion. Donc je vais faire très brièvement un petit point théorique, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. Donc un petit point théorique en sociologie politique. En fait, on utilise une notion qui est la notion de référentiel ou de paradigme de politique publique. Alors c'est quoi un référentiel ou un paradigme de politique publique? C'est relativement simple. En fait, c'est un mot qui va nous dire successivement quelque chose sur quel est le problème auquel les pouvoirs publics vont chercher à répondre, quelles sont les normes que l'on entrevoit pour résoudre ce problème. Donc on va dire le problème est le suivant, pour le résoudre il faudrait que, ou de manière plus impérative il faut que, c'est-à-dire en fait on va produire des normes, notamment des normes juridiques, et in fine ça va se décliner dans des pratiques, et donc selon la place où vous êtes dans vos activités actuelles, eh bien, effectivement, vous allez vous saisir cette question-là, soit au niveau des pratiques, soit dans la compréhension du problème, soit plus directement au niveau des normes à mettre en œuvre. Cette notion de référentiel ou de paradigme de politique publique, ces mots qu'on utilise, si vous voulez, en fait, sont des mots dont on peut parfois avoir perdu l'origine, c'est-à-dire finalement on ne sait pas d'où ils viennent. Et si vous voulez, ce qui va caractériser les référentiels ou les paradigmes de politique publique, et ces mots qu'on utilise pour définir quels sont les problèmes auxquels on va s'atteler, en fait, sont souvent déterminés dans des moments de crise qui vont être des moments opportuns pour finalement se dire, voilà, en fait, on va appréhender la question sous cet angle-là, et on va dire, voilà, le problème, il faut le voir sous ce biais-là. La notion de problème, elle renvoie à deux choses. La première, c'est un problème, c'est des faits, des situations. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir objectiver. Donc de ce point de vue-là, les sciences sociales humaines peuvent être utiles pour dire, voilà, aujourd'hui, on a tant de jeunes qui sont confrontés à des situations de chômage, tant de jeunes qui sont contraints de vivre chez leurs parents, parce qu'effectivement, bon, voilà. Donc là, on va pouvoir objectiver un certain nombre de situations. Mais si vous voulez, un problème est toujours référé à des valeurs ou à des principes que la société
entend défendre. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de problème en soi. C'est-à-dire, en fait, le fait même, par exemple, que des personnes soient au chômage aujourd'hui en France, n'est pas un problème en soi. En fait, ça devient un problème à partir du moment où l'on considère que, un, il y a des personnes qui sont privées d'emploi, et deux, qu'on considère que l'emploi, l'accès au travail, est une valeur fondamentale de notre société. Et donc, il n'y a problème que parce qu'effectivement, on met en corrélation ces deux éléments-là. Ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est la question de comment se fabriquent ces mots, comment ces mots guident de façon parfois inconsciente, donc normes nos pratiques. Donc en fait, elles vont nous amener à agir de certaines façons. Et donc je vais essayer de partager avec vous pour cette séquence introductive, parce qu'en fait, comme l'a bien souligné Pierre-Alain Guyot, en fait, il va y avoir d'autres séances, et donc d'autres de nos collègues vont creuser certains points, venir sur certains éléments. Dans cette conférence introductive, si vous voulez, la question c'est être bien attentif au fait de voir comment se fabriquent les problèmes et comment finalement, dans la façon de conduire les politiques publiques, dans la façon de conduire l'action publique, alors on a une vision souvent de l'État en disant l'État est rationnel, donc en fait il va prendre des mesures qui sont des mesures d'intérêt général. Or, la discipline qui est la mienne, donc qui est la sociologie des politiques publiques, la sociologie de l'action publique, tente à montrer que finalement, il n'y a pas toujours autant de rationalité que ça, et que parfois, les idéologies prennent le pas sur la rationalité. Et donc, ça ne va pas forcément conduire à l'intérêt général, mais parfois, en voulant traiter un problème, finalement, on va le laisser se cristalliser, parfois ce problème va se durcir, etc., dans le temps. Ce qu'on va aborder ensemble ce matin, c'est la façon dont les politiques publiques sont construites depuis maintenant presque une cinquantaine d'années, hein, puisqu'en fait c'est vraiment au début des années 70 qu'en fait on a un changement assez fondamental de paradigme de politique publique à destination de la jeunesse, puisque juste avant on sort d'une période économique qu'on appelait la période des 30 Glorieuses, donc qui faisait elle-même qui suivait la période de la Seconde Guerre mondiale, donc période avec une certaine prospérité économique, une politique de redistribution, etc. Donc on avait une certaine façon d'aborder la jeunesse durant cette période-là, mais à partir du début des années 70, on commence à parler de crise, et notamment de crise économique. Donc on est avec les premiers chocs pétroliers, 1973-1975, en fait on dit voilà, on est rentré dans une nouvelle ère, on est dans une situation de crise économique. Dans cette situation de crise économique, en fait, on va inventer des mots pour décrire cette situation nouvelle. Donc, ce que je dis inventer, c'est au sens littéral du terme. C'est en fait, sont des mots qui n'existaient pas dans notre vocabulaire, mais cette situation inédite, avec le début, les prémices de ce que va devenir par la suite le chômage de masse, nous amène en fait à inventer des mots. Et ces mots sont des mots qui vous sont connus, qui vous sont familiers, que vous utilisez sans doute pour décrire des situations, y compris parfois dans des situations professionnelles. Et si vous voulez, ces mots qui organisent notre façon de voir les problèmes, qui vont guider les modes de résolution de ces problèmes et de fait nos pratiques, sont des mots qu'on n'interroge plus parce qu'aujourd'hui ils sont rentrés dans le langage courant. Ces mots sont les suivants. Le premier, si vous voulez, terme qui va être inventé du fait du début de la crise économique, c'est le terme d'exclusion. Alors, bien aujourd'hui, le terme est rentré complètement dans le vocabulaire. Finalement, tout le monde est supposé savoir ce que l'exclusion, ce que ça signifie d'être exclu. Or, si vous voulez, jusqu'au début des années 70, non seulement on n'utilisait pas le terme, parce que au départ c'est un terme de langue anglaise, donc on a importé littéralement notre vocabulaire, mais qui amène à voir de façon nouvelle les termes de la situation. Et si je devais l'illustrer de manière très schématique, hein, c'est-à-dire qu'on a la société, notre société, que je représente ici, donc, où on aurait des personnes qui seraient dans la société, et puis on aurait des personnes qui seraient ici, désignés comme étant des exclus, c'est-à-dire désormais en dehors de la société. Ça, c'est une représentation qui est tout à fait nouvelle, c'est-à-dire le fait même de penser qu'il puisse y avoir des personnes qui soient à l'extérieur de la société. Et donc, si vous voulez, ce sont les mots mêmes qui en fait nous amènent à penser qu'il puisse y avoir des gens qui sont en dehors de la société.
Il y a toujours eu dans la société des riches, des pauvres, des inégalités, etc. Mais finalement, on pensait qu'on était dans la même société, sauf que là, on dit désormais qu'il y a des gens qui sont exclus, qui sont en situation d'exclusion. Alors, ce qui, d'un point de vue sociologique, est une aberration. En fait, il n'y a pas d'exclus, en fait, on est tous dans la même société, effectivement, on est tous en interaction, et le fait qu'il y ait des personnes qui, par exemple, l'exemple de jeunes qui aujourd'hui vivent dans la rue, eh bien, il y a en fait, ça n'empêche pas qu'il y ait des interactions, donc ils sont dans la même société, mais effectivement, ils sont dans des places qui sont peu enviables, etc., mais ils sont dans la même société. Or là, en fait, on pense le fait qu'il puisse y avoir des gens qui sont en dehors de la société. Ça, c'est une représentation tout à fait nouvelle. Et à la réponse de cette situation inédite d'exclusion, donc on aurait des exclus, donc il y a des premiers rapports, et notamment je pense au rapport Le Noir, qui en fait était le rapport en fait, qui augurait le fait de penser, donc c'était les exclus, donc en fait donc avec toute une typologie de personnes qu'on considérait comme étant ne participant plus pleinement à la société. Et la réponse à l'exclusion, c'est un terme qui vous est également familier, qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, qui fait partie en fait de nombre de politiques publiques. Et ce terme, c'est le terme d'insertion. Alors, pour répondre au problème d'exclusion, qu'est-ce qu'on fait? On met en œuvre des politiques dites d'insertion. Et donc, l'insertion, c'est la réponse à l'exclusion, puisque les personnes ont été exclues. La question, c'est comment on va leur permettre en fait de s'insérer dans la société, ou de se réinsérer, si elles l'ont été à un moment donné. Et donc, cette politique publique, elle se construit d'une façon tout à fait particulière, puisqu'elle naît au départ, la toute première mesure, c'est même avant le premier choc pétrolier, c'est 1972. Et en 1972, on va mettre en œuvre des politiques d'insertion à destination de populations qu'on va désigner désormais comme étant des populations handicapées. J'attire votre attention sur le fait que ce terme de handicap n'existait pas non plus dans notre vocabulaire. C'est aussi un anglicisme. Donc c'est une façon de penser la situation pour des personnes qui ne sont pas, du point de vue du travail, donc là c'est la réflexion sur, parce que l'insertion va beaucoup se centrer autour de la question du travail, qui ne sont pas finalement désignées comme invalides, parce que bon, la notion d'invalidité est une notion très ancienne pour signifier qu'une personne en fait n'est pas apte en fait de travailler. C'est le rôle notamment de la médecine du travail, etc. Mais là on a des personnes qui finalement sont valides, mais qui désormais vont être désignées comme étant des personnes handicapées. Alors, au passage, ces personnes désormais désignées comme handicapées étaient antérieurement intégrées dans l'appareil économique. Alors, c'était notamment les grands établissements publics en France, que ce soit la SNCF, la Poste, le DFGDF, avaient cette fonction d'intégrer dans l'appareil économique ces personnes. Donc il y avait des faibles niveaux de formation, des petits niveaux de qualification, mais en fait on pensait leur place dans l'organisation du travail. Donc je donne des exemples, par exemple à la SNCF, pendant très longtemps, on a eu des personnes dont la fonction, c'était, leur travail, c'était les trompettes. Qu'est-ce que c'est les trompettes? C'était les personnes qui avaient des fonctions de sécurité, qui s'assuraient, donc en fait, lorsqu'il y avait des travaux sur des voies, en fait, il y avait deux personnes qui étaient des trompettes, qui se mettaient chacun à un bout d'une voie, et puis qui en fait soufflaient dans la trompette lorsqu'un train arrivait, les ouvriers qui faisaient les travaux s'enlevaient, lorsque le train était repassé, ils se positionnaient aux deux extrémités de la voie, et donc ces personnes-là avaient une fonction sociale, elles étaient intégrées dans l'appareil économique, et donc ces personnes étaient, bien entendu, des personnes valides, mais avec le début de la crise économique, en fait, elles sont désormais désignées, construites comme étant des personnes handicapées. Et donc, on a une catégorie nouvelle, c'est-à-dire que le terme d'insertion, si vous voulez, va en même temps s'accompagner de cette idée qu'en fait, on a désormais des personnes qui sont handicapées dans leur rapport au travail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait le lien avec l'action de la jeunesse. Parce que dès 75-77, on a les premières mesures d'insertion à destination des jeunes. Alors, ces mesures, du nom de leurs initiateurs, c'était les mesures Granet et les mesures Barre. Donc, Barre, c'est Raymond Barre, qui a été le maire de Lyon, qui a été ministre de l'économie, etc., en France. Et ces mesures Granet et Barre vont viser, à partir de cette période-là, donc en 75 et en 77, les jeunes qui vont être désormais visés par des politiques d'insertion. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment sont catégorisés,
ces jeunes qui, en 75-77, sont les premiers visés par ces mesures, donc ils vont s'adresser à la jeunesse. Jusqu'alors, les jeunes étaient intégrés dans l'appareil économique, on était sur un chômage frictionnel, la question du chômage ne se posait pas, etc. Alors même la question de difficulté scolaire non plus, c'est-à-dire l'idée de l'échec scolaire, en fait, n'avait aucune signification, parce que quel soit le niveau de formation auquel vous sortiez de l'école, en fait, vous trouviez immédiatement du travail. Donc là, on a une ère nouvelle qui s'ouvre. Et donc, lorsqu'on va voir, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est des Bautins, c'est le dictionnaire permanent de l'action sociale. En fait, c'est la stratification de toutes les mesures publiques, où en fait, on a ces Bautins, en fait, on rajoute des feuillets régulièrement, et on dit, ben voilà, quelles sont les nouvelles mesures, leur durée, les budgets qui sont alloués, et puis en fait, on dit, quels sont les publics qu'on vise. Et là, lorsqu'on va voir dans le dictionnaire permanent de l'action sociale sur ces mesures granées bas, qu'est-ce qu'on découvre sur la façon de désigner les jeunes visés par ces mesures? Est-ce que vous avez une petite idée de la façon dont on va parler des jeunes et qui sont les premiers à bénéficier de ces mesures d'insertion en 1975 et en 1977? Eh bien, les jeunes, ils sont désignés dans ces mesures comme étant des handicapés sociaux. Donc ce sont des jeunes handicapés sociaux. Alors, dans les mesures de 72, c'était des personnes qui étaient désignées par leur handicap physique ou psychique. Mais désormais, en fait, on invente une nouvelle catégorie. Alors, on ne dit pas ce sont des jeunes qui ont des handicaps sociaux. On dit ce sont des jeunes handicapés sociaux. Et ça, si vous voulez, c'est un point important et sur lequel je vais m'arrêter. Le premier, c'est la question de l'insertion est corrélée avec la question du handicap. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, si vous voulez, qu'est-ce que ça dit de la façon de percevoir le problème, de définir le problème? C'est qu'on dit, ici, on a une société parfaite. Alors, je vais des guillemets, on dit que tout va bien. Mais on a des individus imparfaits, alors qui au départ sont les personnes... Alors aujourd'hui, on dit en situation de handicap, donc on a une évolution sémantique qui n'est pas neutre. Effectivement, ça veut dire que comment on renvoie aussi la responsabilité au mode de fonctionnement de la société. Mais à l'époque, on n'a pas ces embarras-là. On dit les personnes qui effectivement sont exclues du marché du travail sont des handicapés physiques, psychiques, sociaux. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la façon de lire le problème? C'est qu'en fait, on n'est pas dans l'approche en matière de politique publique. En fait, on s'intéresse aux problèmes publics. Je vois qu'elle est faite tout neuf, je vais en profiter. Qu'est-ce que c'est un problème public? Un problème public, c'est un problème auquel les pouvoirs publics, l'État, les collectivités, etc., vont chercher à répondre. Et là, en l'occurrence, la façon de lire le problème public, on ne dit pas, en fait, on a désormais en fait, un problème structurel, où en fait, on a de plus en plus de personnes qui finalement ne parviennent pas à accéder à un emploi, parce qu'en fait, le volant d'emploi se réduit, pour des raisons multiples. C'est-à-dire que j'ai cité tout à l'heure les fameuses trompettes à la SNCF. Eh bien, en fait, on a dit, en fait, on va mettre des mécanismes électroniques, en fait, on va mettre des sirènes, etc. On n'a pas besoin d'avoir payé 2 salariés qui se mettent chacun au bout d'une voie. Pareil, en fait, à la Poste, on avait des personnes qu'on appelait les boulistes. Alors, les boulistes, c'est pas ceux qui jouaient à la pétanque devant le bureau de poste, c'était des personnes qui, toute la journée, ventilaient le courrier, en fait, et donc il y avait des chariots, et toute la journée, dans les grands établissements postaux, comme il y en a à Nîmes, comme il y en a à Montpellier, dans toutes les grandes villes, toute la journée, en fait, passaient avec les chariots et ventilaient le courrier. On a dit, en fait, on n'a pas besoin d'eux, en fait, on va mécaniser tout ce système de distribution du courrier, et en fait, progressivement, ces postes ont été abandonnés. Et donc, ça veut dire que l'évolution, si vous voulez, à la fois, il y a en fait à des évolutions technologiques qui font que de moins en moins de personnes, finalement, peuvent exécuter en fait des tâches simples, parce qu'elles ont été remplacées d'une certaine façon par des machines. Et donc, si vous voulez, là, on ne se dit pas, on a un nouveau problème public, ou si on le dit, on dit à travers l'insertion, en fait, la façon d'imputer la cause du problème, eh bien, on ne va pas l'imputer en fait, au fonctionnement de la société. On va dire en fait notre économie fonctionne de telle façon qu'en fait, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être écartées du marché du travail. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le problème, c'est les personnes elles-mêmes. Et donc, si on agit sur elles,
eh bien, on va pouvoir résoudre le problème. Et c'est ce qu'on va faire pour les jeunes, particulièrement. Alors, la conférence elle porte sur l'action de jeunesse, mais ce phénomène est bien plus massif. Hein. Si vous voulez, alors, je donne sur le succès du paradigme ou du référentiel de l'insertion, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il organise nombre de dispositifs publics. Donc là, on est 50 ans plus tard. En fait, on a des politiques d'insertion nombreuses, hein, dans des champs très différents. Et, si vous voulez, dans le fait que ce terme s'impose, c'est la vision du problème qui s'impose. Donc on va chercher à agir sur les individus et non pas forcément sur la dimension structurelle du problème. On est dans une individualisation des causes, hein, alors qui est très en lien, si vous voulez, le début des années 70, c'est aussi, depuis le traité de Rome, en fait, une influence d'une lecture libérale, voire néolibérale, en fait, des problèmes. En fait, on dit, c'est les individus qui sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. Et donc, l'insertion, c'est un paradigme néolibéral qui va venir, finalement, conforter cette lecture du problème. Au départ, c'est un épiphénomène. Les débuts des années 70, ça concerne très peu de personnes. Si on prend les mesures Granet et Barre, hein, auxquelles j'ai fait référence, 75-77, c'est en France 70 000 jeunes. Ce qui est très peu. À l'échelle nationale, en fait, ces mesures Granet et Barre vont toucher 70 000 jeunes. Le thème d'insertion, il va connaître aussi un réel succès, où notamment, je prends un établissement qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque, donc, qui s'appelait le Fonds d'action sociale. Le Fonds d'action sociale avait pour vocation d'intervenir auprès des migrants, donc c'était un fonds qui avait été créé par le général de Gaulle, etc., pour permettre aux migrants venus en France de s'insérer plus favorablement. Et le fonds était constitué de l'écart qu'il y avait entre les cotisations versées par les migrants en France et qui ne leur étaient pas reversées lorsqu'ils rentraient dans leur pays. Et donc ce fonds était constitué de cet écart. Et dès 78, donc un an après les mesures Granet et Barre, eh bien, on vise les migrants. Et les mesures d'insertion et destination des migrants visent des populations qui sont désignées par rapport à leurs handicaps sociaux, donc ça c'est la même chose que les jeunes, et culturels. Donc on rajoute la dimension culturelle, donc là aussi on impute la cause du problème aux individus, sachant qu'on sort d'une période que j'ai nommée tout à l'heure, la période des Trente Glorieuses, durant laquelle les migrants étaient perçus dans l'opinion publique française, donc on a un nombre de travaux, alors c'est des choses qu'on a complètement oubliées, étaient perçus dans l'opinion publique française, notamment c'est des travaux d'un historien, d'un collègue historien qui s'appelle Ralph Shore, qui travaille à Nice, donc un spécialiste de l'opinion publique française, et qui montre à travers une analyse du magazine L'Express, donc tout le monde connaît l'Express, c'est un hebdomadaire, alors qu'à l'époque était plutôt centre-gauche, aujourd'hui plutôt centre-droit, et qui, si vous voulez, montrait que les migrants en France étaient perçus comme étant les sauveurs de l'économie française. Sauveurs de l'économie française, c'est-à-dire sans la présence des migrants, la France, qui était à l'époque la 5e puissance économique mondiale, en fait, avait toutes les chances de perdre sa place. Et donc, en fait, c'est la seule présence des migrants qui permettait, en fait, à la France de maintenir sa place parmi ces grandes puissances économiques mondiales. Et donc, la perception des migrants était extrêmement positive. Ce que montre Ralph Shore, c'est que dès le choc pétrolier, dès 1974, en fait, on a un effondrement de cette représentation positive, et en fait, on a une perception qui, dès lors, va devenir une perception particulièrement négative. Et donc, les immigrés, qui étaient la solution au problème économique de la France, deviennent dès lors le problème. On a un changement de regard, de perspective qui s'arc de ce côté-là. Qu'est-ce qui est important de percevoir à travers un référentiel au paradigme de politique publique, si on prend l'insertion, c'est qu'un référentiel au paradigme de politique publique, en fait, c'est un paradigme, c'est un effet de croyance. Et cet effet de croyance, il a la caractéristique, en fait, de traverser les échiquiers politiques. On est sur des politiques qui sont nées sous des gouvernements de droite, mais avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc 1981, c'est l'élection de François Mitterrand, on peut se dire, mais finalement, ils vont aborder les choses de manière différente, donc il y a une alternance, la façon d'avoir des problèmes. Or, si vous voulez, le propre d'un référentiel, ou d'un paradigme, le terme paradigme est intéressant, parce que c'est une notion qu'on utilise aussi en sciences sociales, c'est qu'en fait, il y a un effet de croyance. Et cet effet de croyance, eh bien, va montrer qu'à partir de 1981, non seulement le référentiel de l'insertion va être conservé par l'alternance politique, mais au-delà, il va être consacré dans toutes les politiques publiques qui naissent à l'époque.
la politique de la ville, la politique de prévention de la délinquance et surtout la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc c'est le fameux rapport Schwartz, où la notion d'insertion en fait est prise dans le rapport lui-même. Et si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, cette perspective-là n'a jamais été remise en cause. Or, si vous voulez, qu'est-ce qui est important de percevoir à travers cette façon de définir le problème? C'est que le terme de handicap va être progressivement abandonné. Donc on va plus dire, en fait, on a affaire à des personnes handicapées, bon, même si parfois, ça et là, peut-être que vous pouvez l'entendre, mais on va dire que ce sont des populations inadaptées. Donc en fait, on va parler d'inadaptation, puis ensuite on va parler d'inadéquation entre la formation, l'emploi, etc. Mais au final, si vous voulez, ce qui est important de bien percevoir, c'est que le lien de causalité est toujours le même, c'est-à-dire en fait, on cherche à agir sur les individus pour répondre à un problème structurel. Or, on va voir que cette façon de poser le problème, en fait, elle va trouver assez vite ses limites, même si Bertrand Schwartz, et je tiens à le souligner, est quelqu'un qui a été très visionnaire, hein, qui vraiment a aperçu beaucoup de choses sur l'importance de l'approche globale, etc. Il était pris dans l'air de son temps, il pensait qu'elle allait avoir, parce qu'en fait, pourquoi on parlait de crise économique? Parce qu'on pensait qu'elle allait avoir une reprise économique. Et ça a duré 20 ans. Pendant 20 ans, on a dit, mais vous inquiétez pas, les dispositifs d'insertion sont temporaires. En fait, tout ça, ça n'a pas vocation en fait, à s'inscrire durablement dans le temps. Parce que le problème, bientôt, va être résolu. On va avoir la reprise économique. On va revenir à la période de plein emploi. On pourra à nouveau redistribuer les richesses du pays, etc. Sauf que cette période, en fait, n'est jamais revenue, bien entendu. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est jusqu'en 1995 qu'on a eu cette perception. Et si vous voulez, ce qui est très significatif, je vais m'arrêter sur l'exemple des missions locales, c'est que les missions locales, donc, lorsqu'elles sont créées, donc, le rapport Schwartz est remis, donc, à l'époque c'est Pierre Mauroy, le Premier ministre, etc. Et lorsque les missions locales naissent, et les PAIO, hein, donc c'était le terme ancien, en fait, naissent en 82, en fait elles naissent comme des dispositifs temporaires. Elles naissent en 82, elles ont vocation à disparaître en 85. Et Bertrand Schwartz, qui est le premier délégué interministériel à la jeunesse, en fait, est sur une mission temporaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les missions locales s'appellent missions. Parce qu'une mission, c'est à durée déterminée. Et donc, il y a cette croyance forte dans l'idée que ce problème est un problème conjoncturel, que c'est un problème, on est dans une situation de crise, et qu'en aucun cas, il y a besoin finalement de mettre en place des institutions, etc. Qu'est-ce qui se passe au départ? Les missions locales visent les 16-18 ans, de 1982 à 1985. Dans l'idée, en fait, en permettant à des jeunes qui, effectivement, ne sont pas adaptés aux évolutions du marché du travail, leur permettant d'accéder à un diplôme de niveau 5, un CAP, un BEP, eh bien, on leur permettra désormais d'entrer dans le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Le problème n'est pas résolu. Et en fait, la première mission Schwartz, donc en tant que délégué ministériel, est reconduite, mais on est toujours dans l'idée que ce problème est temporaire et qu'en fait, il y a l'espoir de la reprise économique. Et donc, le dispositif est reconduit. Donc, il a démarré en 82 jusqu'à 85, et là, de 85 à 88. Et donc, de 85 à 88, qu'est-ce qu'on observe? C'est que à 18 ans, les problèmes ne sont pas toujours résolus. Et donc, en fait, on dit, on va viser désormais les 16-21 ans. Donc, on élargit la classe d'âge. Et qu'est-ce qui se passe donc en 88? Ce qu'on va voir, c'est que le dispositif est reconduit. Donc, c'est plus Bertrand Schwartz qui a des délégués interministériels, c'est un monsieur qui s'appelle Astoy. Et en fait, qu'est-ce que dit Astoy? Il dit, en fait, on va reconduire le dispositif à durée déterminée, mais sans définir le terme, parce qu'en fait, on ne sait pas bien quand est-ce qu'on aura résolu le problème. Donc on commence à avoir un certain doute sur le fait que ce problème... Et qu'est-ce qu'on fait? On élargit la classe d'âge, parce qu'effectivement, on avait démarré par 16-18 ans, puis 16-21 ans, et on se rend compte qu'à 16-25 ans, on n'a toujours pas résolu le problème. Et donc, on élargit la classe d'âge jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est-à-dire qu'on a démarré au départ, lorsqu'on parlait dans les premières mesures de jeunes handicapés sociaux, ça touchait 70 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Ce qui est très peu. Si on le réfère au nombre de régions, de départements, etc. Donc c'était un épiphénomène.
Mais qu'est-ce qui se passe en 1987, un an avant la fin de la seconde mission Bertrand Schwartz? Est-ce que vous savez combien de jeunes sont désormais visés par les mesures d'insertion? Donc on est parti de 70 000. Dès 1987, c'est-à-dire 10 ans plus tard, on est à 1 100 000. Donc c'est plus un épiphénomène, c'est-à-dire en fait on est sur un problème massif. Si on prend les données actuelles, on est depuis cette période-là autour d'1 million chaque année. Et ça, si vous voulez, ce qui est important de bien comprendre, c'est que apposer les termes du problème en disant c'est finalement en imputant le problème en fait, aux seuls individus, en disant si on permet de résoudre les problèmes de l'individu, son inadaptation aux solutions du marché du travail, on va résoudre le problème. Alors, heureusement, alors, je ne sais pas si c'est des personnes qui travaillent en mission locale dans la salle, heureusement pour les conseillères de mission locale, bien entendu, régulièrement, on va trouver des stages, des emplois, de l'intérim, etc. Et donc, on résout les situations individuelles parce que ce qu'on nous demande de faire, c'est de résoudre des situations individuelles. Heureusement. Mais sauf que le flux, en termes de problèmes, en fait, reste entier. Et en fait, il y a toujours, en moyenne, plus d'1 million de jeunes qui en fait sont mis en marge du marché du travail depuis les années 70. Et donc ça, si vous voulez, c'est à la fois quelque chose qui est important parce que, c'est-à-dire qu'à travers l'insertion, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, l'insertion, en fait, elle a une logique et c'est quelque chose que reprendra aussi Patricia Lonck, là, j'imagine, lorsqu'elle interviendra. En fait, elle a une logique en fait dépréciative. C'est-à-dire, on part du postulat que les jeunes, en fait, ils ont des défauts, des manques, des inadaptations, etc. Et ça, si vous voulez, c'est compliqué parce que dans la durée, cette façon de poser les termes du problème, elle a à la fois un impact sur le fait qu'effectivement, on ne va pas pouvoir résoudre le problème de manière générale, mais surtout, elle a un impact sur les individus eux-mêmes. C'est-à-dire que si chaque jour, en fait, on vous dit, en fait, vous avez des difficultés, vous avez des manques, vous avez des adaptations, etc., eh bien, on connaît les mécanismes psychosociaux qui font qu'au bout d'un moment, ça va avoir ses effets, effectivement, où les personnes vont dire, oui, effectivement, moi, je suis... j'avais fait un travail il y a quelques années, il y a de nombreuses années, en fait, ici même dans le Gard, et en fait, il y avait des modules, alors c'était pas les jeunes en difficulté, c'est les modules JGD. Alors, je ne sais pas s'il y a des très anciens dans la salle, mais en fait, JGD, c'était les jeunes en grande difficulté, parce qu'il y a ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont en grande difficulté. Et donc, alors effectivement, et moi j'avais enquêté ces jeunes, et je disais, en fait, ils disaient, nous, on est des jeunes en grande difficulté. En fait, ils se présentaient comme ça, c'est en fait la façon même qu'ils avaient de se désigner, de se définir. Et donc, je disais, mais c'est comment vous entrevoyez les solutions? Et en fait, si vous voulez, ce à quoi ils étaient en recherche à l'époque, c'était de dire, en fait, alors aujourd'hui, les termes ont évolué dans les politiques publiques, en fait, ils étaient à la recherche d'une reconnaissance qu'autorep. Donc, Autorep, c'est aujourd'hui la maison du handicap, etc. C'est en fait DPH. En fait, c'est puisque effectivement on nous désigne comme étant des personnes en grande difficulté, potentiellement des personnes handicapées, eh bien, ce à quoi ils aspiraient, en fait, c'est effectivement d'avoir ce type de reconnaissance. Donc ça, si vous voulez, c'est un élément qui me paraît vraiment important à prendre en considération. Parce que dans cette façon de désigner les problèmes, alors il y a une récurrence, si vous voulez, de la façon dont les politiques publiques s'élaborent. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui était déjà pointé dans le rapport Schwartz, qui n'a jamais été mis en œuvre. En fait, Bertrand Schwartz disait, il ne faut pas faire peser la responsabilité de l'insertion sur les personnes concernées. Donc, en fait, elles ne sont pas responsables de leur non-insertion. Et surtout, elles doivent avoir une place importante dans la façon de penser et définir les politiques publiques. Alors ça, c'était son idée, alors qui réfère, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des cas théoriques, mais quelque chose que défend un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, donc un philosophe pragmatiste, et en fait, John Dewey dit, en fait, on ne peut pas penser la résolution d'un problème indépendamment des personnes concernées. Ça paraît assez basique, évident. Alors, John Dewey, il est décédé dans les années 1950, mais c'est une vieille pensée parce qu'en fait, il est né en 1867, donc c'est déjà dès le 19e siècle, en fait, on avait quand même cette intuition. Or, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, dans la façon de définir les problèmes publics en France?
En fait, on fait l'exact contraire. C'est-à-dire, on définit toujours les problèmes publics. Alors, moi, en tant que sociologue, en fait, je vais être associé, sollicité dans des groupes de travail, ministériels, etc., pour dire, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre les problèmes de telle ou telle sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est très classique. Et si on prend, si vous voulez, par exemple, il y a tout un enjeu aussi autour de l'évaluation des politiques publiques. Les politiques d'insertion naissent en 1975-77 avec la première mesure Grandet et Barre. La première fois, je dis bien la première fois, qu'on va interroger des jeunes pour savoir ce qu'ils pensent des mesures qui leur sont destinées, c'est le travail d'un de mes collègues qui s'appelle Didier Demazière. C'est en 1995. C'est-à-dire, on va attendre 20 ans pour la première fois demander, mais finalement, l'accompagnement qui vous est proposé, les mesures qui vous ont proposées, est-ce que finalement elles sont opérantes, intéressantes, etc. Cette façon-là de penser les choses, en fait, elle est récurrente dans la façon de définir les problèmes publics en France. Alors, particulièrement, bon, là, on est sur l'action de la jeunesse. Et je vais prendre un autre exemple pour l'illustrer. Si vous voulez, c'est comment, à partir des années 80, donc début des années 80, j'ai fait référence tout à l'heure donc, à 1980, c'est un changement de gouvernement, la gauche arrive au pouvoir. Et dès cette année-là, en fait, on a un événement donc, qui va se passer en région lyonnaise. Donc c'est ce qu'on appelle le rodéo des Minguettes. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Minguettes, hein, c'est un quartier de Vénissieux, donc banlieue lyonnaise. Et ce rodéo des Minguettes va mettre sous les feux des projecteurs, en fait, une partie de la jeunesse qu'on va désigner de façon particulière. Alors lorsque je dis nous, alors moi j'étais pas, j'étais encore quand même assez jeune. En fait, ce que je dis, c'est mes ancêtres sociologues, les pouvoirs publics, etc., vont focaliser sur une partie de la jeunesse qu'on va désormais désigner comme étant les jeunes issus de l'immigration. Donc le rodéo des Minguettes, on met la focale, la lumière hein, sur les jeunes issus de l'immigration. On parle aussi des jeunes de la deuxième génération, on parle des jeunes d'origine étrangère, on parle de jeunes d'origine immigrée. Alors je passe les différentes catégories, parce que dans un travail que j'avais fait, j'en ai découvert pas moins de 34, donc j'ai bien 34, façons différentes de définir cette jeunesse, mais sans que ça soit jamais explicite. Parce que lorsqu'on dit jeunes issus de l'immigration, en fait, ça veut dire que si on, de point de vue analytique, hein, si on combine les deux dimensions, c'est-à-dire sur des jeunes, la chance d'être jeune, et qu'on a un ascendant qui a connu un parcours migratoire, en fait, on a un jeune issu de l'immigration. Donc, on peut être un jeune issu de l'immigration, historiquement en France, alors c'est d'abord belge, puis allemand, puis polonais, puis italien, puis espagnol, puis portugais, donc en fait, différentes vagues migratoires. Or, si vous voulez, lorsqu'on parle à ce moment-là, dans les années 80, début des années 80, de jeunes issus d'immigration, en fait, on parle pas de tous les jeunes issus d'immigration, mais en fait, en réalité, on parle essentiellement des jeunes issus d'immigration coloniale et postcoloniale, donc Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais sans jamais les nommer. Et donc, cette première façon d'accéder en fait, à la visibilité publique est négative, donc c'est des rodéos urbains, etc. Alors, ce qui est un fait, je pense que mon jeune collègue sociologue qui interviendra en mars reviendra sur ces éléments-là, parce que, si vous voulez, la question des mobilisations dans les quartiers populaires de la jeunesse, c'est pas un phénomène contemporain, c'est quelque chose qui existe depuis le Moyen-Âge. En fait, dès lors qu'on a eu des cités, des zones urbaines, etc., en fait, c'est des lieux où en fait, on se concentre, la pauvreté, etc. Et donc, forcément, c'est des lieux où en fait, les injustices sont particulièrement ressenties. Et donc, forcément, c'est là où les mobilisations vont avoir lieu. Sauf que là, en fait, on met la focale sur une partie de la jeunesse. Cette partie de la jeunesse perçoit bien qu'en fait, cette façon d'entrer, finalement, dans l'espace public n'est pas la meilleure des façons. Et en 1983, donc 2 ans plus tard, à l'initiative des jeunes des Minguettes, va être organisée en France une marche qui va partir donc, de Marseille et qui va arriver, je crois que c'est le 13 décembre le 15 décembre, je ne sais plus, 13 ou 15 décembre 1983 dans les rues de Paris. Et si vous voulez, cette marche est un mouvement citoyen d'ampleur, puisque les jeunes sont partis de Marseille, c'était une petite poignée, et à l'arrivée à Paris, ils étaient 150 000. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du mouvement citoyen. Au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, c'est 180 000 personnes. Donc là, c'est 150 000 de jeunes qui se retrouvent dans les rues de Paris pour, en fait, du coup, organiser cette marche. Et cette marche, on en garde dans les mémoires qu'elle était la marche des beurs.
Alors, beurre, c'est un double verlan, donc en fait, c'est rebeu, et en fait, c'est arabe. Donc, en fait, ça voudrait dire que la marche de 1983, finalement, ce serait la marche des Arabes. Or, si vous voulez, ça, c'est pas la façon dont les marcheurs se sont désignés, se sont définis, mais c'est la façon dont mes ancêtres sociologues, les pouvoirs publics de l'époque, en fait, ont dit, on va nommer cette marche de cette façon-là. Or, lorsque vous regardez aujourd'hui, il y a pas mal de travaux d'archives, il y a plein de jeunes collègues qui ont fait des travaux très intéressants sur la marche. En fait, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel lien il y a entre d'un côté une marche qu'on désigne comme étant une marche des beurs, et puis de l'autre côté une marche qui est la marche pour l'égalité contre le racisme. Et dans cette marche pour l'égalité contre le racisme, qu'est-ce que faisaient les marcheurs? Ils s'inspiraient beaucoup des combats de Gandhi en Inde, de Martin Luther King aux États-Unis. Et donc ils s'inscrivaient dans l'idée de dire, en fait, on revendique une des trois grandes valeurs de notre République, l'égalité. Et donc, en fait, ils s'inscrivaient dans cette logique de dire, voilà, on revendique un égal traitement, en fait, à nos concitoyens, quelle que soit nos origines, etc. Mais si on dit, en fait, c'est une marche des beurs, en fait, on est là dans un processus qu'on va qualifier en sociologie de processus d'assignation, qui est un processus d'ethnicisation. Lorsqu'on parle d'ethnicisation, c'est que, qu'est-ce que disent les marcheurs à travers leur marche? Ils disent, contrairement à nos parents qui étaient des immigrés, des étrangers, nous sommes des Français, et nous voulons être traités comme des Français à part entière. Mais lorsque les observateurs disent, en fait, ben non, en fait, vous êtes des beurs, qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur dit, certes, vous êtes des Français, mais des Français d'une nature particulière. Et ça, si vous voulez, c'est assez redoutable parce que dans cette marche qui revendiquait à la fois donc, la question de l'égalité, la question de l'antiracisme, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que la question de l'antiracisme va être traitée de façon tout à fait particulière par le gouvernement à l'époque, en fait, avec une certaine forme d'instrumentalisation. On est dans l'idée qu'en fait, en 83, en fait, on a une progression en France électorale de l'extrême droite, que le problème c'est l'extrême droite, et donc on va mettre la focale sur la question de l'antiracisme. C'est la création, l'année suivante, de l'association SOS Racisme. Par contre, la question d'égalité, en fait, est complètement mise de côté. Alors quelle est la question fondamentale? Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Donc, est-ce que finalement, du coup, on a entendu ce qu'avaient à dire les jeunes? Alors, je donne un élément aussi très significatif de la façon dont ils sont perçus par les pouvoirs publics à l'époque. Devant l'ampleur du mouvement, le président de la République reçoit le leader de la marche. Et est-ce que vous savez quelle est la réponse politique qui va être apportée? En fait, le geste politique qui va être apporté à l'époque, c'est que, y compris on le voit sur les images d'archives, les leaders de la marche sortent et disent, en fait, on a gagné en fait, le fait d'obtenir la carte de 10 ans pour les résidents étrangers. Or, si vous voulez, là, on a quand même un paradoxe fondamental, c'est que les marcheurs sont des jeunes Français, où le geste politique qui leur a adressé, c'est de dire, en fait, on octroie la carte de 10 ans pour les résidents étrangers. Alors, ce qui, pour les résidents étrangers, effectivement, est un confort considérable. C'est en fait, ils n'ont pas renouvelé chaque année leur carte de séjour, etc. Donc, c'est la fameuse, à leur époque, il y avait pas mal de musique qui tournait autour de la question de la carte de séjour. Mais, si vous voulez, le problème, c'est qu'en fait, les marcheurs sont des Français. Ils ne sont pas perçus comme tels. Et si vous voulez, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on voit bien l'intérêt de cette évolution, où on peut imaginer que les parents de ces marcheurs, peut-être des oncles, des tantes, des voisins, vont bénéficier de cette mesure politique, mais en aucun cas, ça donne une réponse, en fait, à ce qu'ils attendent. La réponse qui va émerger de là, si vous voulez, c'est la question, donc l'invention ou la réinvention d'un nouveau paradigme référentiel de politique publique. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début des années 70, finalement, les jeunes sont visés par des mesures d'insertion, dont j'ai déjà parlé. Et pour les jeunes dits issus de l'immigration, en fait, la politique publique qui va naître à l'époque, c'est une politique dite d'intégration, mais qui, en fait, résonne de la même façon, c'est-à-dire on dit à ces jeunes marcheurs qui revendiquent le fait d'être des Français à part entière, on leur dit on va vous aider à vous intégrer. Et en fait, on renvoie l'imputation du problème en fait, à ces marcheurs eux-mêmes. Et en aucun cas, on interroge le fonctionnement de la société. Et donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est récurrent dans la façon de produire les politiques publiques et qui a un effet très important dans la durée.
si vous voulez, c'est que à définir en permanence les jeunes par leur manque d'insertion, par leur manque d'intégration, etc., on les renvoie systématiquement en fait, à des défauts, à des manques, à des difficultés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, je pense que mes collègues reviendront, et notamment Patricia Loncle, voilà, a aussi pas mal écrit. Donc elle parle de mots écran. Et en fait, si vous voulez, moi je parle, je pense que c'est dit à peu près la même chose de ce point de vue-là. Si vous voulez, c'est que lorsqu'on parle de référentiel de paradigme de politique publique, c'est qu'en fait ces mots nous chaussent de lunettes sociales. Donc les lunettes sociales, c'est-à-dire en fait, on ne voit pas les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire en fait, les gens disent on est français, on dit non, mais en fait on ne voit pas comme des Français. Les jeunes ne trouvent pas de travail, en fait tout de suite on les voit à travers le prisme. Et si vous voulez, en fait, la difficulté en fait de ces lunettes sociales, c'est qu'elles ont un effet systématiquement dépréciatif. Et que ça, si vous voulez, ça empêche de penser. Donc c'est pour ça que le titre provocateur que j'avais choisi, c'est que finalement, on assigne la jeunesse en fait au statut de problème. Alors en fait, la jeunesse, c'est l'avenir, hein, parce qu'en fait, on a été les uns et les autres jeunes à un moment, certains d'entre vous le sont encore, mais effectivement, la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc ça, si vous voulez, c'est vraiment paradoxal, c'est-à-dire de poser en fait les termes du problème dans la société de cette façon-là, parce que si vous voulez imposer les termes du problème de cette façon-là, qu'est-ce qu'on s'empêche fondamentalement, c'est de voir comment en fait on peut associer les jeunes en fait à la définition des problèmes. Parce que qu'est-ce que disent les jeunes en fait lorsqu'ils sont interrogés? Si on prend l'action d'insertion, les travaux de Mazères, ils disent ben oui, ben en fait, ben oui, on est bien accompagnés, les gens qui nous accompagnent, ils sont sérieux, ils me proposent plein de stages, etc. Mais par contre, en fait, derrière, il n'y a pas forcément de débouché professionnel, il n'y a pas de boulot. Donc on coince là-dessus. Ou si on prend la question de l'intégration, donc lorsqu'on retourne à la question de l'intégration, c'est de se dire finalement, mais est-ce que notre société, la société française, est-ce qu'elle est toujours intégrante? Est-ce que finalement tout le monde a envie de faire une place à ses descendants de l'immigration, etc. Et donc là, la question, c'est comment en fait on réfléchit en fait au terme du problème de façon complexe. Parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup insisté sur le fait d'imputer le problème aux individus ne fonctionne pas. Alors, ce ne serait pas mieux de l'imputer uniquement en fait, à la structure, hein, de dire finalement ben, c'est que parce que la société ne fonctionne pas. En réalité, la résolution d'un problème, elle est toujours en fait, à l'interstice entre les deux. C'est-à-dire à la fois c'est comment on agit sur les individus et comment, de manière simultanée, en fait, on agit aussi sur la société elle-même. Or là, si vous voulez, en fait, on a, à travers ces politiques publiques qui vont viser les jeunes, en fait, on a des politiques publiques qui vont assigner les jeunes à leurs problèmes, sauf qu'une des conséquences dans la durée, là j'ai amené, alors peut-être je ne vais pas vous le lire dans le détail, mais est sorti la semaine dernière le baromètre du Défenseur des droits. En fait, le baromètre du Défenseur des droits a fait une grande enquête, c'est l'Organisation internationale du travail, donc c'est une enquête auprès de plus de 3000 jeunes de 18 à 34 ans. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur rapport au travail ? 90% d'entre eux disent qu'ils ont vécu dans le rapport au travail des situations de dévalorisation, de dépréciation dans le travail. Donc avec des exemples assez précis, hein, de comment en fait on leur donne des tâches ingrates, comment on leur dit qu'ils ne sont pas compétents, etc. Donc en fait, donc ça joue hein, dans cette façon de voir les choses. Et 37% d'entre eux, donc 90%, c'est pas des phénomènes, ça touche l'ensemble de la jeunesse. Donc pas seulement les jeunes qui au départ étaient perçus comme en difficulté d'insertion, donc globalement ça affecte l'ensemble de la jeunesse. Et 37% d'entre eux font état de situations de discrimination dans le travail. Et donc si vous voulez, ça veut dire que là on est dans une situation où en ayant emprunté cette voie de ne jamais associer les jeunes en fait à la façon de définir les problèmes, et donc c'est là où je propose en fait un renversement de perspective. Si vous voulez, on s'empêche de penser un projet avec les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, assigner les jeunes aux faits mêmes qui seraient eux-mêmes le problème, ça veut dire qu'en fait, on ne pense pas leurs possibilités. Et dans un travail que j'ai fait il y a 4-5 ans avec la Fédération des centres sociaux de Rhône-Alpes, la question qui se posait, c'est en fait pourquoi les jeunes adultes ne viennent jamais dans les centres sociaux. En fait, pourquoi ils ne viennent jamais dans les centres sociaux? Parce que la place qui leur est faite en fait, est très, très peu importante, que les questions qu'en fait, on traite ne les concernent pas. Et donc forcément, si vous voulez, donc là, il y a vraiment un enjeu fondamental. Alors j'ai cité tout à l'heure rapidement John Dewey. En fait, John Dewey, il est un
en fait, des fondateurs, donc avant l'heure, hein, de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'empowerment ou le développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait finalement en postulant le fait que les jeunes eux-mêmes en fait, étaient le problème? En fait, on s'est empêché la possibilité de penser en fait, le rôle qu'ils pouvaient jouer dans la résolution même des problèmes. Et ça, tout à l'heure, dans la présentation que j'ai fait de mon parcours, depuis une quinzaine d'années, tous les projets, si vous voulez, auxquels j'ai travaillé, donc empruntant cette voie de réflexion sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on associe les jeunes, lorsqu'on les fait participer au dispositif, y compris en utilisant des méthodes qu'avait proposées en son temps Bertrand Schwartz. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai beaucoup utilisé un dispositif qui s'appelle Moderniser sans exclure. Moderniser sans exclure, c'est comment finalement on fait entendre le point de vue des personnes concernées en fait, aux décideurs publics. Parce que les décideurs publics, en fait, ils vont décider de leur place, donc avec parfois des données chiffrées, etc. Mais finalement, sans une appréhension fine des contours d'un problème. Et à travers ces expériences, donc utilisant la méthode Moderniser sans exclure, c'est en fait on utilise la vidéo comme médiation pour faire entendre aux décideurs publics finalement comment on pourrait résoudre tel ou tel problème. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant de mesurer les effets. Je donnais un seul exemple pour illustrer, donc, notamment alors c'était un travail sur la question des discriminations, parce que bon, effectivement, les jeunes peuvent rencontrer des difficultés d'intégration, mais ces difficultés d'intégration peuvent être liées aussi au fait que la société en fait produit des discriminations. Et elle ne va pas les traiter de façon égale, donc forcément, leur parcours d'intégration va être sans doute beaucoup plus compliqué. Et dans un travail qu'on avait réalisé, donc ça c'était avec la mission locale de Villeurbanne, on a utilisé cette méthode Moderniser sans exclure, et l'idée c'était d'outiller des jeunes pour qu'ils puissent mieux comprendre les mécanismes de discrimination, etc. Et donc il y avait une sociologue qui intervenait, il y avait une avocate qui intervenait auprès d'eux, etc. Et ensuite le but c'était de montrer ce que ces jeunes avaient à dire en fait à des recruteurs, voilà, pour qu'ils changent leur regard sur ces jeunes. Et je prenais l'exemple d'un jeune qui était présent dans ce dispositif. Donc c'est un jeune qui s'appelle Nabil, qui avant de venir participer à ces ateliers, donc on appelait les ateliers participatifs, à Villeurbanne ils appelaient ça des ateliers rebonds, en fait était depuis 18 mois chez lui, à regarder la télé, à jouer à des jeux vidéo. On sortait quasiment plus de chez lui, parce qu'il avait essuyé à maintes reprises en fait, des empêchements à rentrer dans des grandes écoles. Il voulait devenir contrôleur de gestion. Donc, dans le domaine de la science de gestion, c'est des métiers les plus difficiles. Donc, c'est quelqu'un qui était diplômé de master, etc. Et en fait, il raconte dans le témoignage de ses ateliers, il dit « J'étais toujours déstabilisé de savoir pourquoi on me posait telle ou telle question. » Et donc, les questions, donc, il dit à telle école, on m'a demandé ce que je pensais de la guerre en Afghanistan, pour devenir contrôleur de gestion. Bon, il dit, moi, j'avais pas tellement d'idées, en fait, je savais pas trop qu'en penser. Ou il raconte d'autres situations. Donc, il dit, en fait, ça me déstabilisait tellement que je perdais mes moyens. Et donc, et à un moment donné, il dit, ben voilà, je vais à un entretien. Et voilà, j'avais énormément travaillé. Et donc, c'est quelqu'un qui avait fait du sport à un assez haut niveau. Et donc, dans ses hobbies, il avait marqué, voilà, j'ai eu telle pratique sportive, etc. Il a fait de l'athlétisme. Et le recruteur, donc, pour rentrer à cette école de gestion, lui pose des questions que sur sa pratique en tant qu'athlète. Et donc il dit, mais bon, j'ai dit, moi j'avais envie de parler de finance, de microéconomie, voilà, j'avais travaillé là-dessus pour, voilà, c'était ça que je voulais défendre, parce que bon, pour devenir contrôleur de gestion, c'est bien de courir vite, mais c'est pas suffisant. Et donc il dit, ben voilà, il dit, en sortant de l'entretien, je suis dégoûté. Donc il raconte, il dit, je prends ma cravate, parce qu'il avait mis la cravate pour aller à l'entretien, il prend sa cravate, il la jette, il rentre chez lui, pendant 18 mois il reste chez lui. Et qu'est-ce qui se passe dès lors qu'en fait l'atelier a lieu? Donc c'est là où je reviens sur la notion de développement du pouvoir d'agir. C'est qu'en fait il prend conscience, des effets que ça produit, ces mécanismes insidieux de discrimination. Donc là il comprend qu'est-ce que ça produit sur lui, le fait de se dire, ben, en fait, effectivement, bon, il faut que je consente à faire des efforts d'intégration, mais parfois c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des choses qui se passent face à moi voilà, qui me rendent impuissant, en fait, qui construisent en fait, une forme d'impuissance à agir. Hein, donc, il raconte donc cet épisode. Et donc, à la fin de la démarche, il dit des choses qui sont... Donc, il prend conscience et il comprend d'où ça vient la discrimination, pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça peut faire sur l'individu. Et en fait, la sociologue qui intervient dit, mais en fait, effectivement, ça vient briser... la confiance en soi, l'estime de soi, qui finalement sont des éléments fondamentaux lorsqu'on est en recherche d'emploi. C'est ça qu'on va vous demander. En fait, il faut être motivé, il faut se montrer son meilleur joie, etc.
Et donc lui il dit, ben oui, j'ai pris conscience de ça, parce qu'effectivement, la sociologue, elle m'a vraiment éclairé sur ce point-là. Et après, il dit, l'avocate, ce qu'elle a dit, c'est très concret. Alors ça, c'est très étonnant, parce qu'en fait, le droit, il n'y a rien de plus abstrait, donc les normes, hein, c'est abstrait, on dit, il ne faut pas faire ça, pas faire ci, mais bon, c'est très abstrait. Et il dit, mais c'est très intéressant, parce que l'avocate, elle m'a donné des outils très concrets. Et donc, il fait cette expérience-là, et donc à la suite, bon, moi, j'avais participé au montage de cette expérimentation, et donc après, je l'ai enquêté. Et lorsque je l'ai enquêté à plusieurs reprises. La première fois, donc, il venait de rentrer dans l'école de commerce dans l'Ordre de la France, hein, donc pour devenir contrôleur de gestion. Et donc, il me dit, ben voilà, lors de l'entretien, je suis allé à l'entretien, et la personne au jury me dit, qu'est-ce que vous pensez des violences conjugales? Alors, vous reconnaîtrez que l'élection des violences conjugales a un lien très étroit avec le métier de contrôleur de gestion. Et à ce moment-là, il dit à la personne qui le recrute, il lui dit, mais vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à la question des discriminations. D'ailleurs, j'ai suivi des ateliers, j'ai rencontré d'avocates. Hein. Et là, la personne lui dit, mais vous ne pensez pas que je vais vous discriminer? Il dit, non, d'aucune façon. Et la personne, à ce moment-là, lui pose des questions. Elle lui dit, alors, vos résultats scolaires en microéconomie, je vois que vous avez fait un stage au Québec, etc. Donc, il est pris. Il a enfin son diplôme de contrôleur de gestion en poche. Et là, il se met en quête de chercher un emploi. Et à ce moment-là, donc, il va au contrôleur de gestion, c'est des postes de recrutement, en fait, où on passe des tests nombreux, on rencontre des psychologues, etc. Donc, il passe plein d'entretiens. Et à un moment donné, dans un entretien, un psychologue lui dit oui, alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'en France, des femmes de confession musulmane portent un foulard? Pareil, en fait, lien très étroit avec son futur métier de contrôleur de gestion. Et là, en fait, il dit, ben, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à la question des discriminations. D'ailleurs, j'étais assez largement formé par la mission locale sur ce sujet-là, etc. La personne dit, vous ne pensez pas que je vous discrimine? Il dit, non, d'aucune façon. Et si vous voulez, ça, c'est important parce qu'on voit bien, si vous voulez, comment, dès lors que on remet les personnes concernées, en fait, on les perçoit pas simplement comme des manques, des défauts, des inadaptations, etc., mais comme des personnes ressources. Et donc, si vous voulez, à la fois, lui, il a beaucoup appris du travail avec la mission locale, mais la mission locale a beaucoup appris sur la façon dont elle pourrait traiter ces questions-là. Et ça, c'est fondamental, parce que moi, j'ai travaillé donc, dans cette expérimentation, j'en parle à chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que j'ai aussi beaucoup appris, et ça, c'est une expérience que moi, je n'aurais jamais. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il a raconté, ce qu'il a vécu, les enseignements qu'il en a tirés, comment, en fait, du coup, la compréhension du fait de se dire, en fait, le droit est de mon côté, j'ai pas à me sentir honteux et coupable d'avoir été discriminé, parce que c'est ça le paradoxe, c'est un des mécanismes de discrimination, c'est que les personnes qui sont discriminées se sentent honteuses et coupables. Ensuite, dans toutes les logiques d'oppression, on a ces mécanismes-là, et là, en fait, à partir du moment où il a compris qu'il y avait du droit, qu'il a compris que ça avait des effets négatifs sur lui, il a dit, mais celles et ceux qui doivent se sentir honteux et coupables, c'est ceux qui ont ce type de pratique, et pas le contraire. Et donc, lorsque je l'ai revu, il avait acheté un beau costume de marque, il avait une belle cravate. Et ce qui m'a beaucoup marqué et intéressé aussi dans l'échange avec lui, c'est qu'il m'a dit, c'est pas parce que j'ai réussi qu'il n'y a pas de discrimination. Et donc, au-delà du fait d'avoir réussi lui-même, parce qu'on peut se dire, voilà, du coup, le système, en fait, dès lors qu'on est bon, on va réussir. Il a dit, non seulement j'ai réussi, mais je veux donner de mon temps pour que celles et ceux qui finalement me ressemblent, donc qui peuvent être confrontés à des situations semblables à la mienne, ne soient pas exposés à ce qu'il appelait un plafond de verre. En fait, il y a un véritable plafond de verre, ou si vous voulez, dès lors qu'on perçoit le fait que ça va être compliqué, et bien effectivement, il y a des logiques de dissuasion. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui me paraît assez fondamental. Alors, peut-être que je m'arrêterai là. Si vous voulez, c'est de voir comment, dans la façon d'appréhender les questions, le fait même de replacer les personnes concernées dans la compréhension des dispositifs, d'être à leur écoute, d'entendre ce qu'elles ont à dire, alors, qui est un des fondements du développement social. C'est pour ça que j'ai fait référence à la formation dont je m'occupe à Montpellier. En fait, on voit comment, finalement, ça fait bouger les lignes. C'est-à-dire que à la fois, ça accroît le pouvoir d'agir du jeune lui-même, mais aussi celui des professionnels qui l'entourent, mais aussi celui des institutions. Parce que dans l'expérience à Villeurbanne, le film est montré donc à des recruteurs. Et donc, il y a un monsieur qui dit, mais en fait, s'il y a des jeunes qui veulent du coup nous rejoindre, parce que nous aussi, on pense que c'est un problème qu'il y a une discrimination dans le monde du travail, parce que c'est une aberration économique, etc., qu'il n'y a aucune raison de traiter les gens au regard de leur origine, leur sexe, leur situation de handicap, etc. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la façon d'appréhender ces questions-là, par ce biais-là, en fait, accroît le pouvoir d'agir de l'ensemble des acteurs concernés.
Et donc, effectivement, là, on n'est plus dans un problème qui va se cristalliser, parce qu'effectivement, la façon qu'on avait posé les problèmes de la jeunesse au début des années 70, on est encore dedans, mais effectivement, la façon de faire un pas de côté, c'est comment, en fait, en renversant cette logique-là, et en ne pensant pas que les jeunes, en fait, sont simplement des problèmes, mais effectivement, peuvent nous aider à élaborer nombre de projets, eh bien, on voit bien comment, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les 15 dernières années, c'est que ce soit des jeunes autour de centres sociaux, dans le travail que j'ai pu conduire depuis nombreuses années avec les missions locales, et bien, en fait, au contraire, on se rend compte que les jeunes, en fait, ils sont voilà, pleins de ressources, pleins d'énergie, pleins d'idées. En fait, ils font bouger les lignes de tous les côtés. Effectivement, ils nous aident aussi, en tant qu'adultes, parfois installés, etc., en fait, à modifier, à transformer utilement, en fait, notre société. Effectivement, à aider à penser comment, en fait, on est dans la même société, on n'est pas certains dehors et certains dedans. Et je pense que c'est vraiment important parce que je reprendrai la phrase que tu disais, Camus, en fait, il disait mal nommer les choses ajoute des malheurs au monde. Effectivement, dès lors qu'en fait on a des référentiels, des paradigmes de politique publique qui finalement nomment mal les problèmes, en fait, on a des problèmes qui se cristallisent, qui se durcissent, qui évoluent alors, négativement. Et en fait, la question, effectivement, c'est comment en fait on prend une voie de traverse pour permettre à un moment donné de dire, bah oui, on peut tout à fait envisager des problèmes qui en plus sont portent des valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, etc. Voilà, donc je m'arrêterai là et puis comme ça on aura un temps de discussion ensemble. Merci pour votre attention. Alors, vous allez prendre. Il est possible que vous puissiez prendre la parole. Non, il est possible que vous puissiez, c'est un peu formule alambiquée. Vous pouvez reprendre la parole derrière. Je sais que c'est toujours un peu compliqué derrière une parole à caractère magistral de reprendre la parole. Pour repositionner le problème et vous inviter à approfondir, à échanger, à réagir, éventuellement à nommer les problèmes, puisque c'est comme ça qu'a conclu Olivier. Il a fait une plongée dans deux directions, une plongée un peu dans une sociologie historique des questions d'exclusion et d'inclusion qui continue d'imprégner notre regard sur la manière dont nous avons de questionner les situations professionnelles. Et puis, Olivier, tu me diras si je dis une bêtise, mais il a proposé aussi des axes de ce que je crois que tu appelles une sociologie dans l'action publique, avec un certain nombre que j'ai noté, moi, de paramètres qui me semblent ouvrir les possibles, sur la question de la dévalorisation, des disqualifications, de la honte et de la culpabilité, du plafond de verre, de renverser la question, tu as conclu dessus, de renverser l'assignation, en particulier avec cet exemple. Je ne sais pas si tu as donné le prénom de ce jeune homme, Nabil, donc de la situation de Nabil qui souhaitait être contrôleur de gestion. Voilà, j'essaie d'ouvrir pour vous et tenter de faciliter les échanges entre nous. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu compliqué après une parole magistrale, mais nous vous invitons à voir comment vous pouvez réagir sur ces propos. Merci. Vous pouvez démarrer de questions pratiques qui sont celles que vous rencontrez, tout simplement, et puis voir comment on peut les reconsidérer à la lumière, enfin reconsidérer ou les requalifier ou les renommer à partir de l'exposé qui porte sur les politiques publiques et leur incidence dans les pratiques professionnelles. J'avais une question pour Olivier. Tu as très peu parlé d'inclusion, voire tu n'as pas du tout abordé la question de l'inclusion. Pierre-Alain l'a un petit peu évoqué. Voilà, comment tu peux le différencier avec la question de l'insertion ? Alors typiquement, l'inclusion, qui a une notion très récente, en fait c'est une conquête sémantique, notamment des personnes qui ont exigé d'être désignées non pas comme des personnes handicapées, mais comme des personnes en situation de handicap. Et donc la question, c'est la question du renversement. La question de l'inclusion, c'est-à-dire en fait on est dedans, et si on est en dehors, en fait si on est mis en dehors, c'est parce qu'effectivement la société ne pense pas les conditions en fait pour nous intégrer pleinement. Donc la question de l'inclusion, en fait, c'est une évolution sémantique qui en fait a été portée principalement par les mouvements liés en fait au champ du handicap, donc à l'échelle internationale puis européenne. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il y a quelques années, j'étais invité à une conférence où on travaillait en fait sur réfléchir en fait aux formes d'intersection entre les différentes formes de discrimination.
Et moi, j'étais intervenu sur les discriminations ethno-raciales, et donc mon voisin, c'était le vice-président de l'APF, aujourd'hui à France Handicap. Et dans la salle, une personne m'interpelle et me dit « Oui, mais Monsieur Noël, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, à force de parler de discrimination, finalement, on va susciter en fait, des logiques communautaristes, etc. C'est-à-dire, finalement, les gens vont s'identifier simplement leur origine, etc. » Et donc, moi, je m'apprêtais à répondre. Et en fait, mon voisin, donc le vice-président de l'APF, me dit « Je veux répondre », alors que la question s'adressait à moi. Je dis ok, allez-y, il n'y a pas de souci, je vous laisse intervenir. Donc j'étais très étonné en fait. Je dis, après moi j'avais prévu aussi de dire quelque chose, mais donc il dit, je vais répondre. Il dit, en fait, ce terme de communautarisme est insupportable, parce qu'il dit, lorsque on a négocié au niveau de l'ONU, en fait, du coup, la question de l'accessibilité, par exemple, au transport public, donc pour que les personnes en situation de handicap ne soient pas renvoyées à leur handicap, mais puissent accéder, qu'elles soient en fauteuil roulant ou autre, en fait, au transport public, les trains, les bus, etc. On nous a systématiquement envoyé qu'en fait on était communautaristes, donc en fait finalement on voulait changer le système en fait pour une minorité de gens qui étaient désignés comme handicapés. Et il dit aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que l'amélioration des conditions de transport va bénéficier en fait aux personnes âgées, donc qui ne sont pas désignées comme des personnes en situation de handicap, va bénéficier aussi aux pères et aux mères de famille avec leurs poussettes, etc. Et donc il dit en fait ce qui apparaît au départ comme vraiment quelque chose qui apparaît comme très extérieur en fait au cœur de la société, en fait relève en réalité de l'intérêt général. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on parle de développement du pouvoir d'agir, en fait, la question, c'est comment des communautés d'expérience négatives, donc portées par quelques groupes que ce soit, ça peut être parfois des groupes de femmes, parfois des groupes de personnes qui sont désignées par leur situation de handicap, en raison de leur origine, etc., en fait, est extrêmement important dans la façon de comprendre les problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées et surtout la façon de pouvoir les résoudre. Parce qu'effectivement, seules les personnes en situation de handicap étaient en mesure de dire, en fait, chaque jour, lorsque je vais vouloir prendre les transports, c'est une galère pas possible, je ne peux pas y accéder, etc. Si on est en situation de validité, la question ne se la posera jamais. Et donc, c'est vraiment important. Effectivement, donc, les mouvements, donc, qui en plus sont des mouvements très structurés, très organisés, qui sont capables de faire du lobbying, en fait, ont réussi en fait, à imposer ce renversement. Donc, effectivement, l'exclusion, c'était une façon de poser les termes du problème. La question de l'inclusion, c'est de dire, en fait, à chaque fois qu'on prend une mesure, est-ce qu'on est attentif au fait que chacun de nos concitoyens et concitoyennes, en fait, aura sa place dans cette façon de penser les choses. Voilà, donc, et ça, je pense qu'il y avait à la fois la question de la catégorie, donc en fait, ils ont dénoncé la notion de personnes handicapées en disant, on n'est pas des personnes handicapées, on est des personnes en situation de handicap, du fait des choix de société qui sont faits, et en même temps, la question de l'inclusion amène à ce mode de réflexion. Et donc, chaque fois qu'on prend une mesure, est-ce que cette mesure, elle va permettre au plus grand nombre, en fait, d'être pleinement intégré dans la société ou pas? Et donc, c'est vraiment... Et je pense que c'est... Alors, dans la voiture, on en parlait en venant avec Pierre-Alain. Moi, j'utilise souvent la notion en fait, de lutte cognitive. Lorsqu'on parle des mots, en fait, la façon de désigner les problèmes, en fait, les mots qu'on utilise vont finalement permettre de qualifier ou de disqualifier en fait, les termes d'un problème. Et donc, on voit bien que là, par exemple, ce terme, alors, peut-être un petit peu moins utilisé aujourd'hui, finalement, le terme de communautarisme peut avoir comme effet parfois d'invalider en fait la reconnaissance d'une expérience commune négative, et donc en disant, du coup, qui serait posé finalement comme un excès, donc en fait, c'est un renversement en fait du regard sur la question. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Peut-être. Moi, j'étais assez intéressé sur la manière dont on catégorisait les populations. Et notamment, tu as donné quelques exemples. Il y en a d'autres que je trouvais aussi très significatifs, qui sont les incasables. Pendant un moment, ça pose quand même... on a parlé aussi à un moment donné des personnes qui n'avaient pas de droit, je sais pas comment... Donc du coup, là aussi, dans un état de droit, ce qui pose d'autres difficultés. Aujourd'hui apparaît aussi, je sais qu'il y a pas mal de mes collègues qui sont dans différentes administrations, qui aujourd'hui, il y a énormément de projets autour de la question des invisibles. J'aimerais bien que tu puisses en dire deux mots, parce que invisible pour les uns, trop visible pour d'autres. Voilà, j'aimerais bien que tu puisses savoir si jamais tu peux éclairer un peu cette notion. Alors, la notion d'invisible, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? La seule chose qu'elle nous dit, c'est la difficulté qu'ont les institutions, en fait, à rencontrer cette partie de la jeunesse.
C'est ça en fait, en substance. Alors j'ai un de mes étudiants qui a fait un travail très intéressant dans le Pays de Loire sur ces questions-là, donc sur ces dispositifs dits des invisibles. Et en fait, lui, bon, il a rencontré ces fameux invisibles. Hein, et en fait, tout ce qu'il a recueilli comme données, c'est le fait que les jeunes, ces jeunes, en fait, ne percevaient plus forcément trop le sens d'être en relation, soit avec la mission locale, soit avec un centre social, etc. Et que finalement, ils ne trouvaient pas de réponse en fait, aux questions qui se posaient. Le dispositif leur paraissait inadapté. Et donc, en fait, c'était mis en retrait en fait, de la relation. Donc, effectivement, ils devenaient invisibles aux yeux des institutions, mais en fait, bon, ils étaient... voilà, et en même temps, ce qui est intéressant qu'il avait souligné, c'est que malgré tout, ces jeunes en fait, avaient besoin en fait, d'étayage institutionnel. En fait, ils avaient malgré tout besoin de pouvoir rencontrer des professionnels. Mais la difficulté, si on relie avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, à ne jamais entendre ce que les jeunes ont à dire, voilà, des fonctionnements de telle ou telle organisation, de ces dysfonctionnements, etc., forcément, ils ne trouvent plus leur place et donc ils se mettent en retrait. Donc, bon, ils se désengagent du rapport des institutions. Donc oui, alors c'est une évolution, mais effectivement, les fameux invisibles, c'est des catégories actuelles. Ouais. Cette catégorie, elle s'est même complexifiée. Moi, j'ai trouvé une notion qui était dans une revue qui est en ligne, qui vient de l'université de Lyon, et du Vinati, hein, c'est l'hôpital psychiatrique à Lyon. Il parle de mésinscription, c'est-à-dire que voilà des jeunes qui n'ont plus d'inscription nulle part. Enfin, c'est aussi cette terminologie qui est utilisée, quelquefois. Non, mais il y a tellement de choses à dire sur la jeunesse, les jeunesses d'aujourd'hui. Le constat que je fais, donc je travaille dans un quartier politique de la ville, ça fait plusieurs années, j'ai fait plusieurs territoires, et le constat, c'est plutôt, il est plutôt négatif, c'est que nous, les travailleurs sociaux et les agents de développement local, on a intériorisé le fait que la jeunesse soit un problème. Et pas que nous, donc c'est devenu complètement systémique, avec une éducation nationale qui l'a aussi intériorisé. Et la question que je me pose, qu'on se pose peut-être tous, c'est comment on fait pour travailler avec des gamins qui aujourd'hui se considèrent comme des problèmes et qui du coup sont dans une relation de service et de consommation avec les associations et les acteurs des territoires. Et je me demande même s'ils n'ont pas s'ils ne pensent pas qu'ils sont perdus pour la République, quoi. Je pense au territoire perdu de la République qui date de bientôt 20 ans, et, enfin le bouquin, et j'ai l'impression que les jeunes ont intériorisé ça. Ils considèrent que l'action publique les a relégués, voilà. Donc moi ça me pose problème, clairement, et je pense que je suis pas toute seule à constater ça sur le terrain. Une question hyper compliquée. Hein, mais... Alors, en fait, dans la façon d'entrer en relation avec les jeunes, les quelques exemples auxquels je préfère référence sont des implications concrètes de travail avec des jeunes. Je pense à deux expériences avec les centres sociaux. La première est assez ancienne, c'était en partie de 2005, suite aux révoltes urbaines. Je travaille donc avec un centre social en Seine-Saint-Denis, donc on avait du Blanc-Ménil. Et la façon d'entrer en relation avec les jeunes a été très longue. Autant avec les adultes, les mères de famille, l'équipe du centre social, les relations se sont très vite installées. Et le travail avec les jeunes a été plus compliqué. Et en même temps, dès lors qu'en fait on a pensé des dispositifs, par exemple on avait mis en place un dispositif de photolangage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'usage qu'on a dans l'éducation populaire. Et en fait au départ le directeur du centre social me disait oui bon Olivier c'est quand même ambitieux ce que tu proposes, les jeunes tu sais maxi 1 heure, 1h30 mais vraiment pas plus, pour réfléchir à des questions. Là le but c'est de travailler sur les questions de discrimination. Et en fait, dès la première séance, donc on avait prévu 1h30, et en fait, on a passé 2 heures devant le perron du centre social à discuter. C'est-à-dire 1h30 dans la salle, 2 heures devant. Donc, la fois d'après, je dis, tu vois, finalement, 3 heures, c'était pas mal. Donc, on est resté au chaud et on a fait les séances, on en a fait 5. Et donc, ça a pris du temps. Donc, voilà, on a vraiment allé au fond de ce qu'ils pouvaient vivre, d'écouter ce qu'ils avaient à dire, des projets qu'ils envisageaient, etc. Et je prends un exemple d'un jeune avec lequel j'avais travaillé, en fait, dès le premier atelier, donc dans le photolangage, donc c'était pour réfléchir sur la question de discrimination.
Et en fait, il y avait des photos, il y avait des jeunes femmes et puis des jeunes hommes qui étaient enlacés ou qui s'embrassaient. Et il y avait un jeune qui avait dit de manière très péjorative, qui avait dit oui, mais en fait, c'est dégueulasse, en fait, vous avez mis des PD. Et donc, dans le groupe, donc, il y avait une espèce de régulation qui s'était opérée, donc il y avait pas mal de jeunes filles dans le groupe qui a dit oui, mais bon, d'où tu sors, attends, on est au 21e siècle, il faut quand même que tu pousses un peu il faut que tu sortes un peu de ta caverne, etc. Donc, on l'avait pris sur le mode de l'humour. Et donc, ce jeune, lui, avait pris des photos liées en fait au mouvement noir américain. Et donc, moi, j'avais fait, la fois d'après, on était revenu, j'avais expliqué les mobilisations des minorités homosexuelles aux États-Unis, en parallèle, les mobilisations des Nord-Américains, qui étaient en plus conjointes dans le temps, etc. Et puis, donc, là, bon, j'aborde ces éléments-là, bon, on ne revient pas sur ce qu'il a dit, et la fois suivante, il nous dit, je vais vous raconter une anecdote. Et donc, l'anecdote est la suivante, il dit, voilà, de ma vie entière, je n'étais jamais allé au ski, et donc, pour la première fois de ma vie, en fait, voilà, je suis invité à un séjour de ski, donc je n'ai même jamais vu la neige, etc. Donc c'est un jeune qui venait était originaire d'Afrique subsaharienne. Et donc il dit, voilà, je pars au ski, je monte sur le télésiège, je n'étais jamais monté de ma vie sur un télésiège. Et là, je n'ai pas écouté les consignes, parce qu'en fait, on l'avait dit, il fallait bien s'attacher, etc. Et je tombe. Donc je tombe, donc il se retrouve dans la neige, et là, la monitrice de l'école française du ski arrive et lui dit ça va, tu t'es pas fait mal, t'es rien cassé, donc elle lui dit bouge, etc. Et là il lui dit en fait à la monitrice de ski, il lui dit je me suis enfoncé dans la neige comme un PD. Et la monitrice de ski lui dit écoute mon garçon, je suis vraiment désolé pour toi, tu sais mon frère est homosexuel, bon courage. Et elle part. Et donc là tout le monde éclate de rire, voilà. Et donc ça c'était la première étape, donc on voit l'évolution. En fait, bon, il y avait déjà par rapport à la première fois où il avait dit c'est dégueulasse, hein, donc il commence à prendre les choses voilà, avec une certaine distance. Et puis à la fin du projet, donc de l'atelier, l'idée c'est de dire voilà comment en fait on peut agir sur les problèmes de discrimination. Et donc il dit voilà moi j'ai une idée, je souhaiterais qu'on intervienne dans le lycée professionnel où en fait j'ai été étudiant et je suis sûr que le proviseur sera d'accord. Que l'infirmière scolaire soutiendra le projet et que le prof d'histoire-géographie français sera d'accord pour qu'on ait les ateliers dans son cours. Okay. Le directeur du centre social dit, tu sais, ouais, ok, c'est une bonne idée, mais tu sais, c'est super compliqué, éducation nationale, ça prend des mois et des mois. Donc il dit quand même, bon, ok, j'appelle le proviseur, bon, j'avais l'occasion de le rencontrer, donc il appelle le proviseur. Le proviseur dit, ouais, c'est une très bonne idée, ok, pas de souci. Il fait une réunion, il y avait l'infirmière qui était présente, le prof d'histoire-géographie français. On a mis en place ces ateliers très vite, donc ce qui était inédit hein, pour avoir déjà tenté des projets d'éducation nationale, mais là en tout cas ça s'est passé de façon fulgurante. Donc là aussi l'analyse qu'il avait faite était quand même hyper fine hein, sur ce qui se passait dans cet établissement scolaire. Et donc on met en place l'atelier, donc on met en place le dispositif photolangage et il me dit en fait on va l'animer ensemble. Parce qu'il dit toi tu sais plein de choses que je sais pas, moi j'en sais plein que tu sais pas parce que moi, j'ai vécu plein de choses que tu n'as pas vécues, mais toi tu es un intello, tu sais plein de choses. Et donc on anime l'atelier ensemble. Et dès le premier atelier, il y a deux jeunes lycéens qui prennent, alors je ne sais pas exactement la même photo que lui, mais bon c'était... et qui disent en fait, en substance, exactement la même chose que lui, en disant c'est dégueulasse, vous avez mis des homos, etc. Et là, tout de suite, en fait, il est intervenu, il a dit à ces deux jeunes, il leur a dit écoutez, je vous arrête tout de suite. Hein. En plus, c'était un gaillard, vous avez vu, je suis assez grand, il était un peu plus grand que moi, il a des épaules à peu près comme ça. Et donc il leur dit je vous arrête tout de suite. En fait, lorsqu'on dit sale PD, en fait, ça fait aussi mal que lorsqu'on dit sale noir. Je peux vous assurer, les deux lycéens, ils ont fait comme ça, ils ont reposé les photos, ils n'ont plus rien dit, et je me suis dit, et c'est un sacré parcours, c'est-à-dire entre le moment de départ dans l'atelier, où en fait, bon, voilà, alors lui, en fait, il avait été confronté à des situations de discrimination à caractère raciste, hein, dont il nous a parlé par la suite. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment important, c'est-à-dire dès lors qu'on reconnaît les expériences négatives que vivent les individus, en fait, ils sont capables effectivement d'entendre les expériences négatives que vivent d'autres, hein, mais tant qu'effectivement on les assigne, en fait, on leur dit oui, mais en fait, vous êtes homophobe, sexiste, etc. En fait, il n'y a aucune chance qu'en fait, il y ait quoi que ce soit qui bouge. Et ça a été vraiment en fait un enseignement important, parce que souvent on dit oui, il faut porter des valeurs universelles, mais c'est vrai que si en fait on ne passe pas par les situations qui concernent directement les personnes, en fait, il y a peu de chances qu'en fait on les amène en fait à des valeurs plus importantes, à se dire bah oui, voilà, moi j'ai pu vivre des oppressions du fait de voilà que je suis perçu comme noir, mais en fait d'autres peuvent le vivre parce que ce sont des femmes, parce qu'elles sont en situation de handicap, etc. Et ça c'était vraiment pour moi un moment important
voilà, de travail. Et c'est vrai que, par exemple, ce jeune, il a dit, je crois que ça faisait 7 ans que je venais au centre social, parce que j'habitais pas très loin, donc j'y allais très régulièrement, on mettait en place plein de choses. Et en fait, un jour, il dit au directeur du centre social, il lui dit, ça va, Olivier, il est pas mal pour un prof. 7 ans. Et j'ai été toutes les semaines. Hein. C'est-à-dire que, et si vous voulez, la question effectivement du rapport, c'est en fait au départ, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, c'est en fait le lien est rompu avec le monde adulte, avec les institutions, et en fait arriver à le réparer, à le reconstruire, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, ça implique effectivement d'être voilà, dans un niveau de reconnaissance qui est considérable. Et c'est vrai que cette expérience-là, bon, qui a été très intéressante, m'a amené par la suite aussi à entrer plus vite en relation avec d'autres groupes de jeunes. Voilà, parce que bon, j'échappe pas à ce que je représente pour eux. Voilà, lorsqu'ils me voient arriver, bon, ils ne se disent pas que je suis jeune, ils ne se disent pas que potentiellement j'ai pu être discriminé, que j'ai pu vivre dans un quartier populaire, etc. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est à faire pour arriver à rentrer en relation. Et en tout cas, c'est un exemple où effectivement on voit bien que les relations elles sont effectivement abîmées et que ça prend du temps de les reconstruire correctement. C'est un petit message d'espoir. Oui, complètement, oui, là, complètement. Mais alors après, si vous ne parlez pas, le risque c'est que je ne fasse que parler, donc comme je suis ultra bavard. J'essaye de faire une transition pour engager les échanges. Bonjour. Depuis tout à l'heure, on parle d'insertion, d'inclusion, de travail, de crise économique. Est-ce que c'est par le travail qu'on trouve notre place dans la société ? Et est-ce que c'est notre référentiel ? Et est-ce que c'est pas ça le problème ? Alors, très bonne question aussi. Effectivement, la question de l'insertion, en fait, elle est centrée sur la question du travail. Si on regarde la situation actuelle, au regard en fait, de ce que sont nos valeurs ancrées, c'est-à-dire autour de la question du travail, la situation est extrêmement négative. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, massivement, les jeunes en fait, vivent des processus de transition. Alors, mes collègues l'aborderont sous d'autres formes par la suite. Bien entendu, la centralité de la question du travail est très forte en France. Or, paradoxalement, en fait, on n'accède plus au travail, ou plus autant qu'avant. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'on voit bien là-dessus, en fait, donc c'est plus la façon dont on regarde la situation qui est problématique que la situation elle-même. C'est-à-dire que si on disait, ben, aujourd'hui, de toute façon, on sait que massivement, c'est vrai pour les jeunes qui fréquentent les dispositifs d'insertion, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui vont à l'université. Donc en fait, on a des temps de latence, des temps de transition qui sont de plus en plus longs. En fait, on pourrait tout à fait se dire, ben oui, c'est une formidable opportunité pour aujourd'hui permettre voilà, d'émanciper la jeunesse, développer la culture, etc. Donc progressivement, on y vient. On sent que bon, il y a des petites inflexions, c'est-à-dire aujourd'hui, on permet des dispositifs de césure, ce qui n'existait pas, alors que ça existe dans les pays nordiques depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui octroient des revenus aux jeunes. Alors, par exemple, la garantie jeune, c'est pas désigné comme un revenu pour les jeunes, mais en même temps, c'est malgré tout un aussi. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a une résistance qui est plus une résistance idéologique, parce qu'effectivement, on a des générations qui sont au pouvoir, qui sont plutôt des générations qui ont été mues par le travail, etc., effectivement, ont beaucoup de mal. Et c'est vrai que c'était je crois, aux dernières élections présidentielles, c'était le candidat, c'était Benoît Hamon qui avait proposé l'idée du revenu universel, qui est apparu en fait aux yeux de l'opinion publique, ont complètement hurluberlu en disant mais c'est quoi cette idée, d'où ça sort, etc. Et en réalité, c'est ce qui ressort de tous les rapports en fait des chercheurs de l'éducation de jeunesse. Ils disent en fait aujourd'hui la vraie solution, en fait, c'est effectivement d'octroyer des revenus et de permettre effectivement à la fois de se former, de s'émanciper, de se cultiver, etc. Sauf qu'en fait, il y a une vraie résistance, mais qui est une résistance plus idéologique que rationnelle. Et c'est vrai que en sciences politiques, il y a un grand politologue qui s'appelle Jean Lequin. Il dit en fait la connaissance ne commande jamais l'action. C'est pas parce qu'on sait qu'il faudrait faire ça qu'on va le faire. Et donc la médiation pour arriver à le faire, impliquerait effectivement qu'il y ait des jeunes qui revendiquent cette question, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement les jeunes, ils ont aussi malgré tout intégré paradoxalement l'importance du travail, même si effectivement ils ne vont pas le côtoyer très facilement non plus. Et ça c'est, voilà, il y a vraiment quoi effectivement, je pense que c'est une très bonne question, c'est effectivement de voir aujourd'hui, effectivement, il y a, alors, les collègues aborderont la question aussi des rapports, des rites d'initiation. Donc il y a plein de questions qui vont être abordées. Bien entendu, heureusement, la jeunesse ne se limite pas qu'à la question du travail. Voilà. Et par contre, dans les politiques publiques, ça reste quand même un référentiel très important. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton intervention, c'est le fait que la manière de dénommer la jeunesse
de la catégoriser, et une vue d'une certaine manière, y compris le travail qu'on peut faire avec eux, et peut complètement nous enfermer sur d'autres possibilités qu'on pourrait construire. Et ça, par contre, c'est une leçon. Oui, c'est une leçon dans le sens où il faut arriver à voir comment on peut faire pour prendre la distance, y compris avec les catégories dans lesquelles on est enfermé. Donc voilà, c'est une leçon en soi. Là, en fait, je savais pas que c'était en live. Non, je savais pas. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a un collègue qui est en train de suivre la conférence et qui m'envoie un texto et qui me dit 7 ans, merci, il faut du temps et accepter cela, mais comment le faire comprendre au pouvoir public? Le lien, ça, il faut du temps pour créer du lien avec cette jeunesse. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a une espèce de paradoxe, je pense qu'on peut dire, entre voilà, une réponse immédiate. On reproche à certains jeunes d'être dans l'immédiateté, mais en même temps, en tant qu'adultes, nous-mêmes, on est dans cette forme d'immédiateté parce qu'effectivement, il faut accéder à l'emploi, il faut accéder à ci, il faut accéder à ça. Et ce fameux paradoxe, c'est comment prendre du temps et en même temps essayer d'aller vite quand même. Ça reste assez complexe. Je souscris complètement, en tout cas, ce qu'il vient d'être dit. Hein, c'est vraiment le grand paradoxe. Tout à l'heure, je fais référence aux catégories d'action publique. En fait, on sait en réalité qu'aujourd'hui, le temps d'intégration durable dans la vie professionnelle adulte, c'est autour de 30 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, pour les jeunes qui sortent précocement du système scolaire à 16 ans, mais même parfois avant, on sait très bien qu'il y a des phénomènes de décrochage, parfois à 14 ans, 15 ans, voire même plus tôt. En fait, le processus va être super long. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que souvent, les dispositifs publics, en fait, aujourd'hui, sont de plus en plus courts. Et donc, en fait, alors même qu'on sait que le temps de transition est de plus en plus long, donc effectivement, il y a ce paradoxe qui ne permet pas forcément toujours de créer du lien, ça c'est certain. Mais ça prend du temps. Après, les effets sont durables lorsqu'en fait, on travaille dans la durée, qu'on prend au sérieux les jeunes avec lesquels on travaille. Je sais pas, peut-être à l'occasion du séminaire final, peut-être que certains d'entre eux pourront témoigner, venir ici. Et par exemple, j'ai travaillé avec un collectif de jeunes, c'était dans un centre social du côté de Bordeaux, à Lormont, une ville à côté de Lormont. Et en fait, le projet, en fait, ils l'ont porté en fait, il y a une dizaine d'années. Et en fait, 10 ans après, en fait, ils disent, mais cette expérience-là de travail en fait, qu'on a eue au sein du centre social, donc il y avait les animateurs, la direction du centre social, moi j'étais très fréquemment présent, ils disent ça a marqué durablement notre vie, en fait, c'est quelque chose qui acquis à vie, c'est en fait 10 ans plus tard, donc ils disent, ben, nous le retour qu'on veut faire, c'est de montrer l'importance de prendre les choses de cette façon-là, donc voilà, ils acceptent d'aller aux quatre coins de la France pour en témoigner. Et c'est vrai que sur l'exemple qui m'avait beaucoup marqué dans le travail avec eux, c'est qu'en fait, ils avaient, dans le cadre de ce projet, donc qui portait aussi sur les questions de discrimination, en fait, ils disaient, mais comment ça se fait qu'il faut attendre d'être au centre social pour comprendre, en fait, notamment l'histoire migratoire, des éléments sur l'histoire de la colonisation, finalement, en disant, mais finalement, pourquoi... Et en fait, ils disent, dans un témoignage qui a été filmé, ils disent, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prévu au programme. Donc, c'est pas prévu au programme, ils disent, voilà, on est là, mais finalement, on ne savait pas bien pourquoi nos ascendants sont venus s'installer, pour certains même parfois depuis fort longtemps. Et ils disent, en fait, on n'était pas prévu au programme, et en même temps, les programmes scolaires ne nous disent rien là-dessus. En fait, il n'y a pas une ligne pour aider les jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés en France à comprendre, en fonction des pays desquels ils viennent, etc. Et donc, à partir de là, ils ont voulu, ils avaient l'idée de faire un livre d'histoire dont l'écriture, c'était pas trop leur truc. Hein. Et en fait, ils ont fait un film d'histoire. Et en fait, ce film d'histoire, qu'ils ont appelé Décolonisons l'histoire, donc en fait, portant un regard qui s'extrait un peu du roman national, qui a tendance à effacer beaucoup d'aspérité de notre histoire nationale. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dès lors qu'en fait, ils l'ont fait, en fait, très vite, les enseignants, qui étaient leurs anciens enseignants, leur ont dit, mais c'est super bien ce que vous avez fait, venez dans nos classes, présentez votre film, etc. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas le problème, bien entendu. En fait, là, ils sont le projet. Effectivement, ils ont ouvert des pistes de réflexion, parce qu'ils disaient, mais même parfois leurs enseignants étaient assez démunis pour leur répondre, en fait, à des questions précises, parce que les enseignants, ils ont un programme scolaire qui est celui qu'il est, et que, peut-être que les plus jeunes enseignants aujourd'hui sont plus au fait de ces questions-là, mais les enseignants qui sont là depuis longtemps, parfois, ils ont les programmes scolaires où en fait on ne parlait strictement pas de ces questions-là, donc ils ne sont pas forcément très outillés pour pouvoir leur répondre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, et du coup, ils ont été en position à apporter des réponses, des projets
en fait, à un problème qu'ils avaient identifié. Donc, ils étaient en mesure non seulement d'identifier assez finement le problème, mais surtout d'apporter des éléments de réponse très concrets. Bonjour. J'ai une petite question sur la post-adolescence. On parle beaucoup des jeunes aujourd'hui qui sont mûrs beaucoup plus tard, jusqu'à 30 ans. Il y a des bouquins qui sont écrits dessus. Est-ce que vraiment les jeunes aujourd'hui, je trouve qu'on dit qu'ils ne sont pas mûrs à 30 ans, qu'ils vivent chez les parents, il n'y a pas de travail, que c'est à cause de la société, etc. Est-ce que c'est vraiment une réalité, cette post-adolescence qu'on nomme les sociologues, enfin les chercheurs, etc. Alors, la notion d'adolescence, la sociologie, elle aborde assez peu. Peut-être que, je ne sais pas, Pierre-Alain, si tu veux dire quelque chose, parce que je crois qu'il est plus calé que moi là-dessus. En fait, on utilise... D'abord, l'adolescence, effectivement, était assez peu étudiée par les sociologues, mais je pense à Olivier Galland, il a fait un travail dessus, évidemment. Habituellement, classiquement, la notion d'adolescence, elle est référée depuis le début du XXe siècle, en fait, à tout le champ psychologique, quoi. C'est-à-dire les psychologues, les psychiatres, etc. Donc tout ce champ-là, habituellement, travaille sur cette question. Or la manière de parler d'adolescence, c'est le moment pubertaire, en définitive. C'est le moment de la bascule physiologique où on passe de l'état de l'enfance, littéralement celui qui ne parle pas, infant, à l'âge adulte. Mais ça, c'est du point de vue physiologique, c'est toujours repris par une question sociale. Il ne s'agit pas de dire que c'est qu'un phénomène physiologique, c'est toujours repris par une question sociale. Après, la question, au-delà de vous parler de maturité, etc., bon, je sais pas ce qu'on peut en dire plus loin, mais avec les éléments qu'on s'est donnés ce matin autour des difficultés de l'insertion, comme on l'a nommé, on voit bien qu'on a on fait des catégorisations. Certains sociologues ont fait des catégorisations pour montrer des publics les plus en difficulté sur cette question d'insertion, jusqu'à ce que vous évoquiez du travail tout à l'heure. On a une espèce de typologie qu'on peut faire de ceux qui sont les plus en difficulté, qui sont sur des mécanismes classiques de confiance en soi, d'appréhension. On en est quelquefois à se dire, quand ils se lèvent le matin, on est content. Qu'ils viennent en activité, on est content. Ça, c'est l'échelle basse, si je peux le dire comme ça, jusqu'à ceux qui sont dans pré-professionnels et ensuite ceux qui sont professionnels. Ça, c'est du point de vue des catégorisations. Autour, toujours, le référentiel, souvent dans l'insertion, c'est celui du travail. Votre remarque était parfaitement fondée tout à l'heure. Alors, pour dire quoi dire ils sont mûrs, pas mûrs, c'est une catégorie de nature psychologique un peu comment dire, abstraite, comme ça signifie pas grand-chose. En fait, ils ont des difficultés. Ouais, je tombe dans le travers comme tout le monde, moi. C'est l'approche que certains appellent défectologique. On regarde les jeunes toujours du côté de ce qui leur manque et de ce qui leur fait défaut. C'est pathétique, parce que vous voyez que même en ayant travaillé dessus, on ne peut pas échapper à cette manière... Enfin, c'est difficile d'échapper à cette manière de voir. Enfin, tout ça pour dire que ce sont des caractérisations de nature psychologique qui, à mon avis, ont fort peu de sens et qu'il faut examiner, j'allais presque dire au cas par cas, selon qui voit-on, quel est le parcours, on va dire, social, familial, d'insertion au sens, cette fois-ci, vers le travail, toujours, parce que c'est ça qui est en perspective, quel est le mode de relation entretenu avec les pairs PAIR, avec la génération de dessus, avec les institutions. Voilà, on peut tenter de complexifier cette idée qu'ils sont mûrs ou ils sont pas mûrs, avec un regard beaucoup plus complexe, quoi. Voilà. Mais encore une fois, le moment pubertaire, l'adolescence, initialement, c'est quand même ce moment pubertaire qui était dédié au travail habituellement des psychologues et qui, évidemment, évolue aujourd'hui sur des manières différenciées d'entrer dans le monde adulte, quoi. Il n'y a pas, si vous voulez, si on veut le dire de façon sociologique, les seuils d'entrée dans l'âge adulte, apparemment, dans l'histoire, ils étaient très fixés, très identifiés, très repérés. Vous aviez les rituels du type, comment ça s'appelle, le service militaire, et vous aviez dans les catégories populaires, vous travailliez très tôt, ce qui n'était pas le cas dans les catégories bourgeoises. Vous avez un très bon texte d'Antoine Pro, qui est un historien sur ces questions, qui reprend comment les âges, des jeunesses, étaient différenciés déjà dans les années de l'après-guerre.
aujourd'hui, on a des seuils d'entrée, entre guillemets, dans l'âge adulte qui sont différenciés avec, premièrement, la vie au travail, ça c'est le premier point, et puis aussi le fait de se différencier de la famille, d'avoir une vie familiale à soi et sexuelle à soi. Donc voilà les deux repères que l'on trouve pour rentrer dans l'âge adulte, et on voit bien que ces entrées se font pas de la même manière selon les milieux sociaux, tout simplement. Bonjour. Vous avez évoqué plusieurs fois les problèmes structurels qui n'ont pas forcément été traités. Alors du coup, vu que votre question a été un peu provocatrice, peut-être je vais en amener une autre, parce que finalement, le regard qu'on peut avoir sur le non-traitement justement de ces questions structurelles, on ne se rend pas compte que ça arrange peut-être de les augmenter et de stigmatiser justement les jeunesses ou les problèmes d'immigration, etc. Parce que quand on voit justement, je sais pas, les difficultés qu'entraîne le système scolaire sur la discrimination, sur le manque d'égalité, ou tout simplement, si je regarde de manière plus sociétale, la société de consommation, de divertissement, les réseaux sociaux, etc., ça pousse en fait cette jeunesse-là à aller à la marge, à pas trouver sa place et à dire finalement que le problème c'est eux, alors qu'en fait c'est ce qu'on leur propose peut-être qui engendre ces difficultés-là d'ouverture, de d'insertion, etc. Alors c'est des questions super compliquées que vous posez. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est la façon dont on fabrique les politiques publiques. Donc, dans mon travail, moi, j'étais assez souvent associé en fait à des processus de décision publique au plus haut niveau de l'État. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment comment la décision publique en fait est tenue par les élites, les élites administratives, intellectuelles, politiques. Et en fait, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que en fait, assez souvent, celles et ceux qui décident, finalement, ne vivent pas comme tous les autres, en fait. Et donc, ils ont une vision qui reste très marquée. Par exemple, ce qu'on observe sur les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure de transition, cet allongement de la jeunesse, concerne en fait toutes les catégories, quasiment. Alors, il y a un petit peu les enfants d'artisans et de commerçants qui échappent en fait à ces mécanismes de transition très longs, lorsqu'ils acceptent de reprendre l'affaire des parents, mais c'est de moins en moins le cas parce qu'ils ont fait des études, ils n'ont pas envie de faire des métiers difficiles, même si on y gagne correctement sa vie. Et en fait, on le retrouve à l'autre échelle de la société, dans ce que Pierre Bourdieu a appelé la noblesse d'État. En fait, on a des mécanismes de reproduction très forts. En fait, celles et ceux qui font Sciences Po Paris, qui vont se retrouver à l'ENA, en fait, sont les enfants de ceux qui étaient la génération d'avant. Et donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, eux, ils échappent complètement à ces phénomènes de transition. En fait, le jour où ils sortent des grandes écoles, en fait, ils trouvent du travail, etc. Donc, en fait, l'appréhension qu'ils ont des problèmes, et c'est pour ça que je citais tout à l'heure John Dewey. En fait, John Dewey, il parle en fait de démocratie radicale au sens, donc il dit la démocratie, c'est effectivement comment on prend en compte le point de vue de chacun. Et en fait, on a un mode de société où en fait, on parle beaucoup plus en France de république que de démocratie. Et en fait, assez souvent, lorsqu'on dit république, c'est finalement, bon, les institutions tiennent les choses, définissent les choses, mais pour tout le monde, et pas forcément dans l'intérêt de tout le monde. Et je pense qu'il y avait effectivement quelque chose là qui sont des mécanismes en fait à travailler. Donc, c'est une des vocations du développement social aussi de faire en sorte que la décision publique soit infléchie par des expériences concrètes, parce qu'on n'écoute pas les jeunes, mais on n'écoute pas plus les éducateurs spécialisés, on n'écoute pas plus les conseillers de mission locale, on n'écoute pas plus les animateurs jeunesse dans les centres sociaux sur comment ils apprennent les choses, qu'est-ce qu'ils ont à en dire, etc. En fait, on fabrique des politiques publiques toujours indépendamment de celles et ceux qui finalement auraient sans doute pas mal de choses à dire importantes pour les infléchir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Et c'est vrai que tout à l'heure, je citais le rapport Schwartz. Bertrand Schwartz disait que dans ce rapport, en fait, il dit l'exact contraire de ce qu'on a fait depuis son rapport. En fait, il dit qu'il faut mettre les jeunes au centre dispositif, etc. Mais en fait, on fait tout le temps le contraire. Et ça, je pense que c'est une limite très forte, effectivement. Et du coup, en fait, on n'apprend pas de manière fine les problèmes. Et donc, forcément, on ne les résout pas correctement. Moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où on laisse tout le temps les choses se faire sous prétexte qu'il y ait des adultes. Sauf que la politique de demain, c'est nous, c'est les jeunes. Mais on nous laisse jamais la parole, entre autres, si je peux le dire comme ça. Du coup, je suis d'accord avec vous. Merci pour cet accord. C'est un accord majeur.
moi, c'est pas une question, c'est plutôt un constat que j'avais envie de partager. Je me posais la question du rôle de l'éducation populaire ou des centres sociaux, des animateurs de proximité dans l'accompagnement des jeunes. Et puis je me disais, oui, j'ai bien compris l'histoire qu'il faut construire avec les jeunes, etc. Et enfin, moi, je partage. Hein. Après, on fait ce qu'on peut, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est aussi que c'est difficile. Le sentiment d'assignation, en fait, de la jeunesse, c'est difficile de lutter contre. Et puis aussi que je trouve que les jeunes, ils reproduisent aussi beaucoup ce qu'ils pensent que les adultes attendent d'eux. Et du coup, ça fait référence aussi à ce que disait Khadija sur la question du travail, en fait. Nous, les jeunes qu'on croise là où je travaille, eh ben, eux, leurs attentes, c'est le travail, c'est de devenir avocat ou de devenir médecin. Et au final, quand on vient avec... à se dire qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble, quel engagement pourra, enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, et au-delà du travail, qu'est-ce qu'on pourra inventer d'autre, etc. Et ben les jeunes, ça leur parle pas forcément, quoi. Ouais, je trouve qu'ils rêvent plus beaucoup, ouais. C'est ça. Et que du coup, voilà, ils veulent du travail. Et dans l'immédiat, faire des petits boulots pour pouvoir passer le permis, etc. Et puis la société n'offre plus ça aujourd'hui. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on ne sait plus comment réagir. Je pense que pour les professionnels, ça fait peur, un jeune qui a envie de réfléchir et de prendre du temps et de faire son cheminement et tout ça. Voilà. Donc c'est juste une petite complétude de ma collègue. Pour les professionnels, je pense. C'est pas une question, mais c'est vrai que moi, ce que j'observe là, dans les expériences auxquelles j'étais associé, alors récemment, j'étais invité au réseau jeunes des centres sociaux. C'était passé à Frioul, l'île Frioul, en fait, il y a quelques semaines. Et en fait, je suis toujours étonné en fait du niveau d'implication qu'ont les jeunes dès lors qu'en fait on ouvre des espaces dans lesquels en fait donc là le thème c'était l'action de la justice sociale. Et en fait à la fois parce qu'on se dit bon, ils ont passé 5 jours, c'est 5 jours de travail, ça, en fait ils se lèvent tôt le matin, ils finissent tard le soir, il y a des ateliers toute la journée, etc. Et notamment dans l'évaluation qui a été faite par les jeunes, certains ont dit que c'était trop court. Donc c'est toujours étonnant parce qu'en fait on se dit bah oui, c'est quand même super exigeant, et en même temps moi j'ai pas été tout a été 5 jours, donc les moments où j'y étais, en fait j'étais vraiment bluffé. Par exemple à un moment donné les consignes de l'équipe d'animation qui avait pensé le projet, c'était en fait de produire des œuvres artistiques qui évoquent en fait les enjeux de justice sociale. Et en fait ils ont fait des fresques, des statues, des chansons, et c'était extraordinaire, vraiment une créativité. Et donc pour revenir toujours, alors vous allez dire c'est un peu une obsession chez moi, donc sur John Dewey. En fait, John Dewey il dit en fait la démocratie elle est créatrice. Effectivement, dès lors qu'en fait on ouvre des espaces où effectivement le dialogue peut avoir lieu, les échanges peuvent avoir lieu, en fait effectivement on se rend compte qu'ils sont pleins d'inventivité, de créativité. Donc c'était dit avec leur mode d'expression. Donc bon, ils sont pas toujours très à l'aise sur effectivement la manipulation des concepts, parce que la justice sociale c'est un concept hyper compliqué, voilà. Mais en fait, dès lors qu'en fait on les met en situation de travail avec leurs mots à eux, en fait ils sont capables pour des expressions qui sont hyper intéressantes. C'est vrai que alors ça implique, ça reprend la question du temps. Est-ce qu'on a le temps pour le faire? Et après la question, je pense que il me semble que le travail, alors, de ce que je peux observer, puis de ce qu'on expérimente aussi dans ma formation à l'Université Paul Valéry, c'est en fait sans doute la chose à faire, c'est en fait penser les espaces où c'est rendu possible. Mais c'est vrai que si on commence à dire aux jeunes, voilà, en fait, on va vous proposer en fait une dispositif d'engagement, ils vont pas venir. Par contre, si on leur dit, bah, ok, on ouvre un petit temps de discussion et on verra ensemble ce qu'on fait. Bon, il y en a qui ont poussé la porte, qui vont se dire, bah, tiens, finalement, c'est pas mal ce qui s'augure, etc. Et c'est vrai que souvent, il reste un peu sur le seuil de la porte, mais la question, c'est vraiment arriver à penser des espaces. On va pas leur dire les problèmes qu'on va traiter avec eux, mais en fait, c'est d'être attentif aux problèmes auxquels ils sont vraiment confrontés, et qui du coup montrent le niveau d'implication. Lorsque je faisais référence au travail avec les jeunes du collectif du centre social de Lormont, en fait, moi j'y allais tous les week-ends. En fait, on se couchait souvent, alors
moi plutôt vers 11h30, minuit, et eux, en fait, ils restaient, ils allaient faire la fête, etc. Mais le matin à 8h, ils étaient tous présents. Et on était le samedi, et puis le dimanche, c'était la même chose. Et donc, effectivement, il y avait un niveau d'implication qui était vraiment très, très important. Et en fait, ils étaient très demandeurs, ils avaient très envie, parce qu'effectivement, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, les choses étaient en train de bouger, etc. Et donc, effectivement, ça produit de beaux projets. Mais effectivement, et après, on s'appuie sur les problèmes qui étaient les leurs, et pas, on leur a pas dit, on va traiter des questions d'insertion, des questions, on leur a pas dit, on va traiter sur la discrimination. En fait, c'est eux qui ont dit, on aimerait travailler là-dessus. C'est nous, le problème auquel on aimerait travailler, c'est celui-ci. Et je pense que le renversement du lien, en fait, de la logique est important. Ce que tu viens de dire, là, je ne sais pas si c'est une forme de conclusion ou d'ouverture, mais je verrais plus comme une ouverture. Quand tu parles de créer des espaces, en fait, et de pouvoir permettre cette créativité, en fait, dans le cadre de mon travail en tant qu'éducateur de rue, on a mis en place des chantiers éducatifs sur des temps de 1 mois. Et essentiellement qui sont basés sur la créativité. Et à partir du moment où tu laisses la place aux jeunes, quand je dis tu laisses la place, c'est-à-dire que tu construis avec eux de A jusqu'à quasiment la fin de l'alphabet, pour pas dire toute la fin de l'alphabet, ben, effectivement, ils deviennent quelqu'un. Et à partir du moment où ils deviennent quelqu'un, la question du pouvoir d'agir, la question de l'implication dans ce que je suis en tant que sujet, elle prend plus en chance. Mais effectivement, je te rejoins à 200% sur cette question de créativité. Quand tu laisses la place et que tu te laisses faire, ben, effectivement, il y a tout le potentiel qui ressort et tu ne vois plus le jeune ou la jeune ou les jeunes, je ne sais pas comment on peut le dire, comme quelque chose de forcément où il y a un problème, mais comme des jeunes qui viennent apporter une solution à d'autres problèmes, effectivement. Et je trouve que c'est important d'accorder ce temps-là et de pouvoir aussi, à un moment donné, en tant que professionnel, ben, imposer aussi des choix auprès des pouvoirs publics en leur disant, effectivement, si on veut qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau de l'individu, eh bien, il faut accepter que peut-être que la réponse, ce n'est pas forcément l'insertion qui est derrière, mais peut-être c'est ce qui est à l'intérieur qui va compter. Et là, quand on parle d'intérieur, on peut faire un parallèle avec la question de l'inclusion, l'exclusion, l'insertion. Peut-être c'est d'être déjà bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Et c'est ce qu'on essaie de travailler, nous, dans le cadre de ces chantiers éducatifs, en fait. Ce n'est pas forcément l'insertion qui est l'objectif premier. Merci. Si tu veux dire un mot, je te laisse. Non, mais je dirais même plus, le mot de la fin était parfait. Merci. On peut dire, qui c'est qui disait que la jeunesse n'est qu'un mot? Bon, merci. Merci à tous d'avoir été attendus. Merci à vous pour vos réponses éclairantes.